Monsieur, bonsoir. Heureux de constater que vous accommodez assez rapidement la nouvelle tranche horaire de ce programme. Désormais, vous le savez, tous les mardis dès 21h sur STV, c'est effectif, carte sur table, une émission qui aborde depuis la semaine dernière ces nouveaux attributs que, évidemment, vous pouvez découvrir à travers tout son background ou alors son nouveau générique. Ce soir, le débat va porter autour des enjeux des élections locales qui devraient en principe se tenir cette année, très probablement, si je m'en tiens à la sortie du directeur général de l'ECAM au mois d'octobre 2019. Des élections qui se structurent progressivement, et si l'on fait un parallèle avec l'actualité, elles se structurent autour, ou du moins tenant compte du récent remaniement ministériel, de la crise sécuritaire dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, de la situation socio-politique dans son ensemble et des défis économiques, entre autres. Mais avant tout cela, nous allons recueillir ce soir l'avis des panélistes sur une décision historique. La Cour pénale internationale a décidé ce mardi, vous le savez, 15 janvier 2019, de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, l'ancien président de la Côte d'Ivoire et son ministre de la Jeunesse. Les deux hommes étaient poursuivis pour crime contre l'humanité après les violences post-électorales de 2010 et de 2011 en Côte d'Ivoire. Les juges ont donc ordonné la remise en liberté immédiate des deux accusés, mais elle a été suspendue à la demande du procureur dans l'attente d'un nouvel appel. Une nouvelle audience aura donc lieu ce mercredi matin pour avoir la suite. Cela dit, on aura donc un premier thème, une forme de commentaire. Laurent Gbagbo, quelle leçon à retenir? Ensuite, on aura les enjeux des élections locales en deuxième partie de cette émission avec nos invités. J'annonce déjà du côté de la Haye où elle a pris part à la décision, du moins aux assises de la Cour pénale internationale. On aura tout à l'heure au téléphone Simon Marianne Ekané du Manidem. Elle va nous donner son commentaire et ses analyses. Mais sur le plateau, déjà 4 panélistes. Mais avant de les présenter, je voudrais simplement dire que cette émission leur fait un hommage à un grand homme de la communication, quelqu'un d'assez disponible, toujours présent lorsqu'on a eu besoin de lui. Je pense à Benjamin Gérard Assouzo, le directeur marketing et communication de la Cantel, qui fatalement nous a quittés cette nuit. On a une pensée assez profonde pour lui ce soir. Libération de Laurent Gbagbo, quelles leçons des enjeux des élections locales? Abel Ngilbe, bonsoir. Bonsoir. Homme politique, élu local dans la Vaury-Est, dans la 5e. Achille Azemba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita, et merci de me faire l'honneur d'être votre invité. Merci encore d'être avec nous. Adjoint maire dans la 3e, SIF. C'est exact. Maître Roland Djou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita, bonsoir aux panélistes et bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes du MRC, et puis Maître Georges Tegem, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir aux téléspectateurs, toujours aussi nombreux et fidèles. Je voudrais présenter à cette occasion mes vœux les meilleurs pour l'année 2019 qui commence. Merci encore à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci de cette disponibilité habituelle. On va donc prendre la transition et du coup démarrer l'émission. Alors je commence peut-être par vous, Maître Tegem, un commentaire, un ouf de soulagement. Quelle peut être l'incidence quand on sait que la Côte d'Ivoire a connu des moments assez difficiles entre 2010 et 2011 et qu'elle s'en sort assez progressivement, même si l'élection de 2020 qui est annoncée là-bas est quand même un rendez-vous assez important également, avec la situation socio-politique actuelle de ce pays. Quelle première leçon, quelle analyse vous faites d'entrée? Commenter de la décision, il m'est difficile de commenter une décision de justice. Étant avocat, vous savez, on ne commente pas les décisions de justice. Les commentaires se font dans les revues spécialisées. Mais je peux faire une première analyse. On regarde la loi, en tout cas les statuts de Rome. Quand vous regardez les statuts instituant la Cour pénale internationale, l'article 81I, je pense qu'il n'est pas encore libre. Parce que la décision même l'indique, le procureur peut faire appel. Et s'il y a des risques d'évasion, le procureur peut décider de son maintien en détention. Donc je pense que le triomphalisme est un peu prématuré. Il faut encore continuer à garder la main et attendre et à voir ce que le procureur décidera. Maintenant, les impacts en Côte d'Ivoire, bon, c'est une victoire de la Côte d'Ivoire sur elle-même, c'est une victoire des Ivoiriens. Ils apprécieront à la juste valeur cette décision, espérons qu'elle contribuera plutôt à détendre l'atmosphère et à favoriser un climat social plus convivial et permettra à la politique ivoirienne de mieux se déployer. Voilà ce que je veux dire en première analyse. Abel Elimbilobé.
Il me semble que, d'après ce que vous venez de nous apprendre, qu'il y a encore quelques pas à faire. Mais nous sommes proches d'une autre bonne nouvelle pour l'Afrique d'une manière générale. Et disons, les progressistes africains, les hommes de gauche, nous sommes heureux d'apprendre que de toutes les manières, à l'intérieur de cette institution judiciaire, il y a un grand courant. Peut-être qu'il va d'ailleurs l'emporter, qui penche pour la remise en liberté du président Gbagbo. Nous souhaitons que cela se confirme. Je pense que le procureur, après tant d'années de va-et-vient sur cette question, que nous apprenions maintenant qu'il veut encore faire appel. Bon, les juristes nous diront, mais j'estime que ça a tout le comportement d'une espèce de barreau d'honneur. Je n'ai pas le sentiment qu'il était bon que le procureur ait un intérêt tout particulier à ce que M. Gbagbo reste en prison. Donc nous sommes proches de sa libération, ça ne fait plus l'objet de beaucoup de doutes. C'est une bonne nouvelle pour l'Afrique de toutes les façons. Mendiou, personnellement, je dirais qu'effectivement, il faut être mesuré dans la mesure où la décision n'a pas encore été effectivement implémentée au stade actuel des informations que nous avons. Il se pourrait encore que son séjour derrière les barreaux de la Haye soit prolongé. Mais je vais faire mien les commentaires du précédent orateur, de M. Limbi Lowe, en disant que nous sommes effectivement proches d'une libération et que si cette libération venait à se confirmer, ce serait une victoire pour l'Afrique combattante, ce serait une victoire pour un combattant de la liberté et de l'un de ses lieutenants, M. Charles Blé Goudé. Donc le premier commentaire qui n'est même pas un commentaire d'avocat, de juriste, mais simplement de citoyen d'Afrique, c'est qu'on se réjouirait effectivement que cette décision d'acquittement, encore qu'il faut bien préciser qu'il s'agit d'une décision d'acquittement, et donc ça veut dire que la Cour, en tout cas la Chambre d'instance, s'est prononcée sur le fond de l'affaire et a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de charges. Ce qui reste maintenant, c'est simplement les mécanismes qui encadrent les voies de recours devant la Cour pénale internationale. Et donc ces mécanismes-là, actuellement, nous empêchent de voir enfin s'ouvrir les portes de la liberté pour ces combattants de la liberté. Mais j'aimerais peut-être signaler que la CPI, de mon point de vue, joue là un peu sa crédibilité, parce que c'est une cour qui, malheureusement, a donné l'impression qu'elle était une cour pénale internationale pour l'Afrique, à partir du moment où des événements graves portant atteinte à ce que nous avons de fondamental en tant qu'humains ont pu se produire dans d'autres parties du monde sans qu'on ne voit vraiment la CPI s'en intéresser. Et il y avait comme une sorte de focalisation sur ce qui se passait en Afrique. Je vous passe également le contexte de la crise ivoirienne qui a conduit M. Gbagbo et M. Blé Goudé à la CPI, contexte qui peut rendre un peu critiquable même la démarche qui avait été engagée à ce moment-là. Donc de toutes les façons, de notre point de vue, nous attendrons sereinement que le fin mot de cette histoire soit connu, en espérant effectivement que ces deux combattants pour la liberté de l'Afrique soient enfin remis en liberté. Oui, les prédécesseurs, les autres panélistes ont dit des choses intéressantes, mais je voudrais quand même rappeler que ça fait 17 ans quand même que ce procédure. Je crois qu'on a les différents juristes ont eu suffisamment du temps pour fouiller dans le dossier, et je pense que si on en est arrivé à parler d'acquittement, c'est un peu pour dire que le dossier a suffisamment avancé et que justement on va vers une libération. Mais je voudrais également faire une autre lecture, celle qui voudrait nous faire voir l'aspect selon lequel M. Laurent Gbagbo
a été quelque part victime de la justice des vainqueurs, parce que c'était une crise qui opposait quand même deux partis identifiés. Curieusement, que le président Laurent Gbagbo et son acolyte Blé Goudé se retrouvent uniquement les deux, alors qu'il y avait plusieurs acteurs qui étaient impliqués dans la crise. Ça nous a quand même paru un peu bizarre. Et je pense aussi que quelque part, il est, au-delà de la victime, quelqu'un qui a perdu 7 ans de sa vie, parce que les griefs qui lui étaient reprochés après plusieurs audiences, 7 ans après, on se rend quand même compte que le dossier semblait vide, ou du moins les accusations portées contre lui n'étaient pas fondées, et ça nous amène à nous interroger. Et pour rejoindre Maître, la CPI, elle aurait doré son blason, parce que d'une manière ou d'une autre, les faits sont têtus. On s'est rendu compte à un moment, qu'on le veut ou non, d'être amené à constater que cette cour pénale, cette juridiction ne sanctionnait que malheureusement les accusés qui étaient d'origine africaine. Vivement que cela change et qu'on aille effectivement vers la liberté définitive de Laurent Gbagbo. Simon Marianne, bonsoir. Bonsoir. Un début d'année assez joyeux pour vous, je pourrais dire bonne année à vous. Merci, une très bonne année, ça démarre bien, surtout qu'on est le 15 janvier aujourd'hui, alors on reçoit un cadeau, la libération du président Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, c'est un cadeau, vraiment une année excellente qui démarre bien. Et j'annonce que vous êtes en direct de la haie, en direct même du lieu où s'est déroulé ce procès à la CPI. Alors déjà, quelle a été l'ambiance, d'abord aujourd'hui et peut-être tout au long de ce procès? Comment est-ce que les partisans ici, on ne sait jamais, peut-être les adversaires de Laurent Gbagbo qui étaient présents réagissent à l'annonce de cette Oui, les adversaires, il y avait vraiment que la partie, l'accusation, il n'y avait pas d'adversaires, il y avait beaucoup de pro-Gbagbo, il y avait beaucoup de journalistes, parce que l'affaire était déjà entendue, presque entendue, parce que bon, comme on dit, on ne va pas refaire le procès, on savait que c'était un procès de la honte et qu'il fallait tenir jusqu'à un certain moment, on ne pouvait plus faire autrement. Mais ce que je remarque, c'est que bon, aujourd'hui, il n'y a pas eu de plaidoyer, il y avait juste à lire le verdict, donc ça n'a pas traîné 17 minutes, pas plus, pour déclarer que Laurent Gbagbo et Blé Goudé étaient libres. Donc l'ambiance était normalement, comme je suis un peu toutes les audiences, il est interdit d'avoir des explosions de joie et tout. Mais là aujourd'hui c'était incroyable. Il y a 3 femmes qui sont tombées, elles se sont évanouies à l'annonce du verdict. Mais c'était des cris, des pleurs, c'était très bien. Très bien. Enfin, ce procès va s'arrêter et que maintenant l'Afrique va se rendre compte que les intérêts, c'est plus les intérêts de ces impérialistes qui importent. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Africains que les Occidentaux placent leur pion dans nos pays. Donc il faudrait qu'on se batte vraiment pour arracher cette souveraineté. Alors, votre première analyse dans le fond, en tant que femme politique, quelle est la leçon qu'on peut retenir déjà de ce combat, puisqu'il en est un, et au-delà de cette décision, l'incidence que ça peut avoir même au niveau de la politique intérieure en Côte d'Ivoire? Oui, bon, déjà, en tant que femme politique, l'incidence, la leçon, il ne faut jamais se décourager, il faut aller au bout de ses convictions. Quand on a des convictions chevillées au corps, il ne faut pas douter, il faut aller jusqu'au fond. Parce que bon, pendant pratiquement 7 ans, on a subi des qualités, des rires, personne n'y croyait. Mais quand on a des convictions et quand on croit à quelque chose, il faut y aller. Bon, maintenant au niveau de la Côte d'Ivoire, pour l'instant, déjà il y a quelques semaines, on avait une annonce de sa libération. Il y a eu des
un peu de micmac en Côte d'Ivoire, à Abidjan et dans d'autres villes. Bon, cette fois-ci, les conseils de Laurent Gbagbo ont quand même demandé à ce que, bon, que les gens soient contents, mais qu'il n'y ait pas de vengeance ou de chasse à l'homme ou autre chose. Déjà, on a vu ce matin RFI et BBC Afrique avaient fait tout un reportage disant que les victimes de Gbagbo. Allô, Simone? Faire une pression au tribunal, mais bon, les gens sont contents, mais il n'y aura pas de chasse à l'homme. Au bout de 7 ans, Gbagbo est un sage, il a plus le temps de prendre du recul et tout ce qu'il veut, c'est réunir Oui, allô? Vous êtes toujours à l'antenne. Peut-être pour finir, hein? On va pas se priver d'un peu de chauvinisme. Maître Josette Kadji, avocate au barreau du Cameroun, qui a été associée à l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. On peut quand même en parler, une fierté nationale. Hein. C'est une très grande fierté. Ça veut dire que les Camerounais, dans le monde entier, les Camerounais sont... Dommage qu'on n'en profite pas beaucoup. Mais les Camerounais, il y a la partie, elle était brave. Cette femme, c'est une grande avocate, comme on en a quand c'est du chauvinisme à outrance. C'est le Cameroun qui gagne, c'est l'Afrique, c'est le Cameroun. Et ce combat, c'est le combat du Cameroun, c'est le combat de l'Afrique, c'est le combat de la souveraineté. Et on est content. Je suis content. J'ai très très froid, mais ça va. Je suis très contente. Et bon, le combat d'humanitaire, des patriotes camerounais, c'était long, mais bon, on y est arrivé. On va pas vous garder longtemps sous ce froid. Mettez-vous à l'abri, mettez-vous à couvert. Merci vraiment. Merci d'avoir réagi assez spontanément à notre appel et on espère vous retrouver assez bientôt du moins au Cameroun pour le débrief de toute cette actualité-là. Très bientôt, très bientôt. Merci et bonne année encore. Oui, merci à vous aussi. Simon Marianne Ekane, femme politique, secrétaire nationale, je crois, aux relations internationales pour le Manidem. Elle était en direct de la haie où, on l'a dit tout à l'heure, le tribunal, la Cour pénale internationale a donc acquitté de toutes les charges pour lesquelles était suivi Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé. Une fierté pour les avocats, je prends déjà les deux peut-être sur ce plateau. Bien évidemment, une fierté pas pour les avocats, pour le Cameroun, pour le barreau du Cameroun. Je n'ai pas qualité pour le représenter, un bâtonnier élu, c'est lui qui peut parler au nom du barreau, mais sur ce plateau, ma modeste personne peut se permettre de dire quand même que le barreau est honoré. Une fois encore, le barreau camerounais vient de démontrer qu'il regorge des talents. En tout cas, j'en ai une. C'est une fierté pour nous. Le Cameroun a plein de talents et elle en est un. Donc nous devons en être fiers et être heureux. C'est une reconnaissance de notre barreau. C'est une reconnaissance de la qualité de la formation reçue par les avocats camerounais et j'en suis très fier. Maître Djibou. Moi aussi, je suis très très fier de me sentir d'abord camerounais, ensuite de me sentir avocat ce soir. Je suis heureux d'appartenir à une corporation qui a des porte-étendards qui brillent de mille feux et qui brillent de mille feux à l'international. Donc, à la suite de mon confrère, je vais simplement partager avec les téléspectateurs le sentiment qui m'anime en ce soir, celui d'un jeune Camerounais, d'un jeune avocat qui sait qu'il y a devant lui de bons modèles, de bonnes références qu'il va simplement falloir suivre. Alors, Azeba, un autre pan quand même dans cette actualité, évidemment, toute la crise ivoirienne, comme on l'a appelé au début des années 2010, c'est fait sous fond de lutte, tout le monde dans les débats, contre l'impérialisme. Tout le monde y a vu la main de la France, avec Nicolas Sarkozy qui a grandement, je ne vais pas dire attisé, mais c'est tout comme cette crise-là. Aujourd'hui, on a l'impression, et quand on regarde un peu la RDC, si on fait une brèche, un parallèle avec la RDC, on a effectivement l'impression qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Non, peut-être d'abord, mais c'est l'Afrique qui a le sentiment d'avoir une nouvelle indépendance, de gagner un combat véritablement contre l'ancien colonisateur. Vous savez que une fois que les luttes d'indépendance se sont menées et qu'on a pu
comment je vais dire, en sortir. Les colons ont pu trouver une nouvelle stratégie, c'est-à-dire ils ne sont plus directement là, mais ils continuent à exercer leur influence via les locaux qu'ils ont pu rallier à leur cause, et ils ont pu continuer à faire exécuter leurs ordres sur le terrain, mais par personne interposée. Et justement, quand on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire avec l'arrivée de Laurent Gbagbo au pouvoir, c'était pas déjà quelque chose de facile, parce que après l'élection qui a eu lieu, ayant rassemblé un certain nombre d'éléments, il s'est rendu compte qu'il était vainqueur. Il a dû faire descendre un certain nombre d'Ivoiriens dans la rue, en majorité, bien sûr, et il a pu avoir gain de cause. Il est devenu président, et justement venant d'une mouvance socialiste et historien, ancien combattant de la liberté en Côte d'Ivoire à l'époque de Fouet-Boigny, il a dû se dire plus que jamais il avait l'occasion d'imprimer ses marques. Et il y avait un certain nombre d'habitudes ancrées dans ce qu'on peut appeler, et qu'on appelle encore la France-Afrique, qui a la peau dure et dont on n'arrive pas à s'en débarrasser. Le président Laurent Gbagbo a estimé qu'il pouvait introduire un certain nombre de réformes, surtout concernant les richesses, les retombées des richesses africaines qui devraient bénéficier au pays en question, et notamment sa population. Il a mené une bataille extrêmement importante. Malheureusement, il n'est pas allé jusqu'au bout. L'exploitation du port d'Abidjan. Il a dû, je crois, subir un certain nombre de pressions, et pour sa suivi politique, il en est arrivé à concéder ce port, toujours aux Français. Même jusqu'à là, le complot était savamment monté, et il en est arrivé à ce qu'on vive cette crise pour qu'il tombe effectivement. Comme pour dire que le président Laurent Gbagbo appartient à une génération d'Africains qui pensent que l'Afrique ne vit pas une fatalité, et que si on essaye, on peut booster le développement de l'Afrique par les Africains, parce que cette Afrique, elle a beaucoup de compétences, elle a beaucoup de ressources. Quand vous parliez d'un avocat camerounais qui a défendu un dossier à la haie, même sur place ici dans nos tribunaux au quotidien, que ce soit dans tous les domaines de la vie camerounaise, même africaine, on remarque des talents. Je prends un exemple dans le domaine où vous exercez. Avant la libéralisation de l'audiovisuel, on avait l'impression que les meilleurs journalistes étaient dans l'organe public, à savoir la CRTV. Mais quand on a permis à d'autres entreprises de presse d'éclore également, on en est arrivé à se rendre compte que le vivier était extrêmement important. Comme pour dire que nous devons faire des efforts pour utiliser les ressources que nous avons. Mais malheureusement, et ça il faut le répéter, l'environnement n'est pas toujours propice à la méritocratie. La preuve, vous voyez ce dont Laurent Gbagbo a été victime pour avoir voulu défendre l'intérêt de l'Afrique. Et l'impérialisme perd une bataille? L'impérialisme existe. Ce n'est pas quelque chose sur laquelle il faut discuter. Mais il ne faut pas non plus mettre tout sous le couvert de l'impérialisme. Il y a beaucoup de malgouvernance en Afrique. Et dans les acteurs de la mauvaise gouvernance, il y a des Africains qui sont impliqués et qui ne le font pas pour le bien de l'impérialisme. Il ne faut pas toujours croire que quand on est mal gouverné ici dans nos pays, c'est parce qu'il y a un blanc derrière. Les gens détournent de l'argent dans nos pays, ce n'est pas pour donner cet argent aux blancs, c'est pour jouir délibérément de cet argent. Donc l'impérialisme existe, il faut que l'Afrique continue à consolider sa souveraineté, construire sa respectabilité internationale. Tout ça, ça passe par un certain nombre de choses, la maîtrise notamment de la science et de la technique, parce que tant que nous n'allons pas être producteurs des biens que nous consommons,
le monde étranger aura toujours une grande emprise sur nous. Donc toutes les voitures que vous conduisez, tous les climatiseurs, tous les produits finalement qui sont des produits de première nécessité, à part la nourriture, et même jusqu'à la nourriture. Dans beaucoup de pays africains, y compris le Cameroun, on mange encore des protéines animales qui sont importées, les poulets sont importés, etc. etc. Donc tout ça, c'est ça qui fait en sorte que les pays qui produisent tous ces biens et ces services-là ont un ascendant sur nous. Ils ont une espèce d'autorité morale internationale qu'ils exercent de fait. Donc oui, on a gagné un combat parce que on se souvient quand même que des pays ont été impliqués dans la vie, par exemple, du Congo démocratique pendant très longtemps, depuis la question de Lumumba jusqu'à tout récemment encore. Les pays étrangers sont impliqués sur la question libyenne. On le sait. On sait que la communauté internationale, avec les guillemets qui vont souvent avec, était très impliquée sur la question soudanaise. Et même qu'une bonne partie des raisons occultes des troubles et de l'instabilité qui nous guettent au Cameroun trouvent ses origines à l'étranger. Donc ça existe, mais il nous appartient de développer tout ce qui est nécessaire pour consolider notre souveraineté. Et ça commence à l'intérieur. Nous avons des Africains qui croient à leurs propres intérêts et qui pour cela sont prêts à des formes de collaboration qui perpétuent la domination internationale sur l'Afrique. Vous voyez très souvent dans les pays africains, à la veille des élections, tous les candidats pensent qu'il faut aller trouver une forme de légitimité auprès des centres de décision occultes qui sont placés à l'étranger. Tout le monde a tendance à même, y compris le financement propre pour les élections, les gens pensent qu'il faut aller les poursuivre à l'étranger, souvent à la diaspora étrangère, etc. Donc, il y a un peu de ce complexe encore dans nos mentalités. On espère que l'émancipation africaine qui se construit chaque jour et qui est une œuvre de longue haleine va aboutir à la consolidation du sentiment national. Il faut que les gens sachent que c'est à nous. Les Occidentaux ne nous empêchent pas de construire de bonnes routes. Il n'y a nulle part en Europe où les gens sont assis parce qu'on ne doit pas construire une usine pour transformer notre coton. C'est nous-mêmes qui, avec des réflexes qui ne sont pas tout à fait adaptés, nous parfois nous pensons qu'il faut plaire à des gens qui ne nous demandent même pas quoi que ce soit. Mais il existe aussi, en Occident, en particulier en France, la nécessité d'ouvrir un nouveau pan de l'histoire des relations entre l'Europe, la France notamment, et l'Afrique, parce qu'il y a encore quelques petits individus qui continuent à penser que la France, parce que même étant jeune, comme les jeunes hommes politiques français d'aujourd'hui, il y en a qui continuent à croire qu'ils ont une autorité naturelle à exercer sur les pays africains. Merci Abel, on va prendre la transition et on va revenir donc parler de politique intérieure avec les enjeux. C'est un rendez-vous en principe de 2019. Les enjeux des élections locales, elles sont plus ou moins certaines en termes de législatives et municipales, fort probables en termes de régionales. On en parle juste après la transition. Nous avons peut-être, je rappelle, Émilie Bilobel, je reprends par vous. Vous êtes conseiller municipal démissionnaire. Hein? Oui. De la 5e. Oui. Finalement, votre démission a été acceptée définitivement. Comme si je savais, j'ai avec moi la lettre que le maire vient de m'écrire. Il m'a écrit le 28 décembre enfin, parce que depuis que j'ai prononcé ma volonté de quitter le conseil municipal après l'échéance du mandat populaire, le maire n'avait pas répondu et la loi voulait que j'attende et qu'il réponde. Mais en même temps, la loi prévoit que je dois lui adresser, s'il ne répond pas, une deuxième lettre. Vous l'avez fait. J'ai donc adressé une deuxième lettre et lui me répond. Une deuxième lettre de démission volontaire au sein du conseil
Monsieur, j'accuse parfaitement réception de votre correspondance référencée à marge rappelée à l'objet enregistré sur le numéro 5139 du 21 décembre 2018. Y faisant suite, le conseil municipal, par ma voix, prend acte de cette démission conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi 2004/18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes. Non pas sans vous remercier pour toutes vos contributions objectives et constructives, etc., 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 etc. Donc le épisode est terminé. Vous n'êtes plus conseiller municipal à la 5e. Voilà, et c'est très bien comme ça. Bon, on aura peut-être toute une autre émission parce que je vous aurais demandé votre bilan. Vous êtes en train de... Mais bon... Oui, non, c'est même très simple. Là, le maire lui-même fait sommairement le bilan. Sinon, Achille, en droit de réponse, peut m'imposer aussi de prendre son bilan. Lui, il a un bilan en tant qu'exécutif. Moi, j'ai un bilan en tant que membre d'un organe de... Vous allez vous représenter cette année? Oui, bien sûr. Le temps vient pour ça. C'est certain, mais c'est un lointain. Surtout par le SDF, puisque vous allez également démissionner. Non, pourquoi le SDF est appelé, nous sommes très préoccupés par la capacité de l'opposition camerounaise à faire face à ces échéances-là. Et dans cet ordre d'idée, je suis de ceux qui travaillent pour que les différents partis de l'opposition se mettent ensemble. S'il advient que le SDF consent à participer à cette mutualisation des forces, il n'est pas exclu que dans certaines localités ou d'une manière générale à l'échelle nationale, le sigle ou l'emblème du SDF soit retenu comme étant ce qui va amener toutes les forces de changement au combat pour les échéances à venir. Il faut y voir quand même l'appel de pays. Donc, non, ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. On appelle toutes les forces à ne pas aller en aventure. C'est la 17e fois. Parce que nous venons d'une aventure, la 16e, où les gens ont cru qu'ils pouvaient encore jouer avec la question de la mutualisation des forces. Vous êtes également, vous allez reconduire votre liste. Non, pas la liste. Votre candidature. Disons que le parti SDF, dans la commune d'arrondissement de Douala 3e, représentera une liste. Parce que forcément, les cartes vont être distribuées. Il faut tenir compte des forces sur le terrain, désormais, des forces en présence. Il faut également tenir compte des nouveaux pendant que d'autres militants partent. D'autres arrivent et il faut également tenir compte de la jeunesse qui monte. Donc, le SDF présentera une liste. Quand vous parlez des forces, évidemment, il y a l'adversaire traditionnel, le RDPC, mais il y a également le MRC qui opère comme une montée. Bien entendu, le MRC et d'autres partis politiques, l'UPC, d'autres partis. Bref, la lutte sera âpre, mais nous sommes en train de nous préparer et comme vous parlez de bilan, je crois que le moment venu, suivant vous aura absolument. Nous discuterons bilan. Maintenant, ces élections auront-elles lieu finalement? On sait que l'année dernière, dans une bousculade d'élections, votre parti est-il... Bon, c'est pas votre parti qui organise, mais je veux dire que vous êtes quand même en responsabilité en termes de gouvernance, en termes de gouvernement. Donc, vous allez organiser ces élections cette année. Vous avez les moyens pour cela? Écoutez, le président de la République est seul détenteur du décret de convocation du corps électoral. C'est un acte de gouvernement, il le décide tout seul. Mais si vous regardez l'ambiance actuelle, on peut en douter. Parce que le Cameroun vit un moment un peu difficile pour organiser une élection locale. Vous le savez, la participation aux dernières élections présidentielles dans les régions en crise, et le taux de participation était très faible. On peut penser donc, eu égard à cet événement malheureux, qu'on puisse aller peut-être un an après, le temps de sécuriser, que le CNDDR fasse son boulot et que ceux qui ont décidé, les entrepreneurs de guerre, décident à renoncer. Bon, ça c'est ce qu'on peut penser, mais encore une fois, il ne m'appartient pas à moi de convoquer le corps électoral sur un plateau de télévision. C'est monsieur le président de la République qui a la compétence pour convoquer le corps électoral. Alors, les élections ne sont pas certaines, c'est ce qu'on peut retenir ce soir. Je n'ai pas qualité pour le dire, je le dis encore une fois, je n'ai pas qualité pour dire que les élections ne sont pas certaines, mais on peut penser, eu égard à ces événements malheureux, qu'il serait peut-être, étant donné qu'il s'agit d'élections locales, et eu égard à l'atmosphère dans la région sud-est et nord-ouest, il serait important pour ma part que ces zones soient complètement pacifiées.
Mandjou, le MRC est déjà quand même dans les starting blocks. On voit le président national qui se déploie, Bafoussam, Douala, aujourd'hui présentation de vœux. C'est dit que les stratégies sont en train de... D'ailleurs, on a pu également voir qu'il a publié une proposition de modification du code électoral. Ça, c'est quand même dans la perspective d'une élection prochaine. Oui, justement, vous avez parlé dans votre question de la présentation des vœux à la presse que le professeur Maurice Kamto a adressé ce jour même du côté de Yaoundé. Ce que je dois rappeler, c'est que la priorité pour le MRC actuellement, c'est ce qu'on a appelé le plan national de résistance. C'est cela qui est pour nous la priorité du moment, parce que voyez-vous, lorsque vous avez été victime de vol, le voleur reviendra toujours si rien ne change entre-temps. Et la proposition d'un code électoral consensuel participe justement de cette démarche-là qui consiste d'une part à indiquer que nous avons été, et quand je dis nous, ce n'est pas seulement le MRC, c'est les patriotes, le peuple du changement en français facile, qui ont vu en Mondovision un braquage, un hold-up se perpétrer. Il est question que ce hold-up n'ait plus lieu dans l'avenir. Parmi les méthodes qui existent pour justement travailler à ce que les règles du jeu électoral s'améliorent avant les prochaines élections, il y a la proposition, mais il y a davantage la résistance. Mais pour répondre un peu plus directement à votre question, il faut dire que le MRC est un parti politique et que la vocation principale d'un parti politique, c'est effectivement d'aller aux élections. Nous sommes donc, vous l'avez également vu sur le terrain, engagés aux côtés d'autres formations politiques et d'autres mouvements à massivement demander aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. De toutes les manières, le moment venu, de manière officielle, l'opinion publique sera informée de la décision du MRC de prendre part ou pas aux élections locales qui seront convoquées. Il y a un doute? Nous avons simplement à ce moment-ci la prudence d'indiquer que l'opinion publique sera, comme d'habitude d'ailleurs, informée de manière officielle sur la participation effective. C'est-à-dire qu'il y a une chose que de s'inscrire sur les listes électorales et il y a une autre que de prendre acte à un moment donné que cette inscription, que ces inscriptions sur les listes électorales, ou bien que le contexte est de nature justement à admettre ou à faire admettre qu'on puisse participer. Si le code n'est pas modifié, irez-vous quand même aux prochaines élections? Je vous y réponds en disant que le moment venu, une réponse officielle sera donnée par les instances compétentes du parti. Nous sommes à... Le mois de janvier est déjà consommé. Nous sommes à 8 mois des élections. Deux choses importantes que je constate après avoir écouté les uns et les autres. Le RDPC, quand il commence à dire des choses sibyllines comme ça, cela pourrait dire que il y a dans le laboratoire des idées peut-être comme celle-là qui circulent. Je veux dire que pour ce qui concerne les élections municipales, la loi fixant les règles applicables aux communes, dans l'une de ses dispositions, si je ne me trompe pas, ça doit être l'article 58, si je ne me trompe pas, prévoit que en situation de guerre, le président de la République peut surseoir à l'organisation des élections municipales dans certaines communes et les organiser ailleurs. Donc l'instabilité qu'il y a au nord-ouest et au sud-ouest ne saurait constituer un motif essentiel pour qu'on n'organise pas des élections législatives sur l'ensemble du territoire. Cette disposition est prévue par la loi. Le président de la République peut mettre ce qu'on appelle bref, un organe intermédiaire, la commission spéciale, comme ça s'appelle. Ça s'appelle la commission spéciale. On met la commission spéciale pour remplacer les maires dont le mandat est échu. Et cette commission spéciale
a compétence à administrer au quotidien ne peut pas vendre les biens de la commune, ne peut pas faire un certain nombre de choses, mais elle peut maintenir la commune en vie, en fonctionnement, et le président de la République organise les élections dans le reste du pays. Ce n'est pas vrai pour les députés. Vous savez que les députés sont élus pour la nation tout entière. Maintenant, il y a aussi la faculté de continuer à proroger. La loi ne donne pas au président de la République, voilà, on ne proroge pas ad vita aeternam. Pour ce qui concerne les conseillers municipaux, le délai maximum de prorogation, c'est 18 mois. Le président a prorogé d'octobre en octobre, ça fait 1 an. Donc ça, c'est déjà 12 mois. Il reste à peu près 6 mois au maximum. Et la crise anglophone ne va pas se terminer dans 6 mois. Donc on ne peut pas considérer... Vous êtes de ceux qui l'attisent? Non, je suis de ceux qui sont pragmatiques. Quoi, vous mettez la main au feu? Non, je suis simplement pragmatique. On a commencé en 2016. De la capacité de ceux qui sont en responsabilité dans ce dossier, le CDD, la... Non, au contraire, je doute de la capacité de ceux qui ont amené cette crise, c'est-à-dire les sécessionnistes, à renoncer, à revenir à de meilleurs sentiments après octobre. Donc ça ne sert à rien d'avoir une politique de prorogation éternellement, parce que nous devons intégrer que les crises sécessionnistes dans le monde sont des crises durables. Partout, il n'y a nulle part au monde où la question sécessionniste s'est traitée en 6 mois, 1 an, 2, 3 ans. Hein? Partout, quand on regarde le Cachemire en Inde, c'est depuis 40 ans. Quand on regarde le problème catalan, ça dure depuis. Le problème casamançais qui est en train de finir a mis 40 ans et il n'est pas en train de finir parce que les sécessionnistes casamançais s'est assis sur une table. Non, c'est parce que l'État sénégalais a réussi à les réduire militairement et à les réduire aussi en termes de nombre même. Ils ont vieilli, ils ont disparu, etc. etc. Donc c'est des crises durables. Et partout dans le monde, pendant que les États gèrent ces crises, ils organisent des élections. Hein? Le personnel politique se remplace, se renouvelle. Plusieurs présidents en Inde, premier ministre autant pour moi, ont géré la crise indienne. Au Sénégal, pendant de nombreuses années, on a eu Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, etc. Donc on ne peut pas, ce n'est pas bien que le RDPC commence à nous donner le sentiment que on veut encore proroger le mandat, mais je ne sors pas autre chose de plus important pour moi. Il faut que les acteurs politiques de l'opposition apprennent à tirer les leçons des causes objectives de nos échecs. On le développe dans une minute. Donc, à 8 mois des élections, c'est un aspect. Ce n'est pas une bonne chose que les gens soient en train, soit d'être arc-boutés sur des stratégies électorales qui ont déjà montré leurs résultats et qui ont donné de mauvais résultats, soit sur des tergiversations qui donnent l'impression qu'on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire. Achille Azemba, regardons du contexte, et je crois que les deux précédents intervenants l'ont relevé. Il y a quand même cette crise socio-sécuritaire et même politique dans la région du sud-ouest et nord-ouest. Une zone qui est comme un fief politique pour votre parti. Le SDF ira-t-il avec la sérénité qu'on lui a connue à ces élections dans ce contexte-là? Non, si je vous dis que dans ce contexte-là, on ira aux élections avec la sérénité nécessaire, je ne suis pas en train d'être sincère avec vous et avec vos téléspectateurs. On sort d'une élection présidentielle. Nous, le SDF, avons surtout condamné le fait que cette élection se soit tenue en marginalisant les populations de cette partie-là. Et je vais ici également reconnaître que le fait que les populations de cette zone n'aient pas participé à l'élection a quelque part également influencé sur notre résultat. Mais si je suis M. Elimbi de bout en bout, j'ai aussi l'impression qu'on n'aurait pas dû peut-être organiser l'élection présidentielle. L'élection présidentielle n'aurait pas dû se tenir parce que s'ils pensent que les municipales peuvent se tenir dans ces conditions-là, les présidentielles également n'auraient pas pu se tenir. Mais moi, je pense que si nous voulons être sérieux, pas pour dire qu'il n'est pas sérieux, c'est un point de vue qu'il a donné, peut-être que je ne partage pas, nous devons nous battre pour régler ce problème.
parce que c'est vrai, peut-être il a mis dans les deux pays, dans ce type de situation, ont dû mettre 40 ans et n'ont pas pu résoudre. Et couramment au Cameroun, même nos gouvernants ont l'habitude de dire le Cameroun c'est le Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous pouvons faire au Cameroun que les autres ne peuvent pas faire, même en très peu de temps. Donc, sur cet aspect-là, je souhaiterais qu'on applique cette maxime pour pouvoir aller vite. Mais je pense aussi que si nous nous engageons dans une voie en excluant certains, parce que justement, si nous décidons, pas pour dire que je soutiens un quelconque report, les élections doivent être organisées à date, parce que vous êtes élu pour un mandat et quand le mandat s'achève, on doit pouvoir aller aux élections. Ce n'est pas normal que dans un pays, un individu, le fut-il président de la République, détienne le calendrier électoral entre ses mains, fait à sa guise. Non, nous devons nous insurger contre ces choses. À la fin d'un mandat, on devrait pouvoir le renouveler. Et maintenant, si vous avez mérité la confiance de vos populations, vous devez revenir. Mais je pense aussi que, plus que jamais, chacun de nous doit apporter de sa contribution pour que non seulement qu'on ne dise pas que cette crise doit se résoudre d'elle-même, mais qu'on trouve des voies et moyens qui sont sur la table. Pourquoi est-ce qu'on ne dialoguerait pas? C'est vrai, des compatriotes ont pris les armes contre d'autres, les gens meurent tous les jours, même les forces de défense qui veulent défendre la patrie perdent leur vie. Vraiment, personne ne peut être content de cette situation, d'où l'interpellation de chaque politique camerounais à se poser la question de savoir comment est-ce qu'on en sort. Parce que si nous organisons les élections municipales en les excluant, ok, quelque part, peut-être, nous serons en train de légitimer ce mouvement qui peut-être, à un moment ou à un autre, il y a des acteurs qui ont également embrigadé des populations de cette zone-là. Parce que toutes ces populations-là ne sont pas étiquetées comme étant des ambazoniens. Il y a des populations qui sont prises entre deux feux, d'un côté les ambazoniens et de l'autre les forces de défense, et qui subissent, qui souffrent le martyre. Alors, qu'est-ce que nous faisons de ces citoyens-là qui n'ont rien demandé, qui peut-être ont apporté une caution à ces revendications en espérant que la forme de gouvernance pouvait s'améliorer et également leur quotidien. Donc plus que jamais, il y a urgence de pouvoir se pencher sur cette crise, trouver des solutions et organiser les élections dans les délais prévus. Et pas de report, bien sûr. Mais l'un des enjeux, évidemment, c'est l'inscription sur les listes électorales. Et l'État, depuis le début du mois de janvier, effectivement, a réouvert les listes. On sait également que l'une des problématiques qu'on a observées lors de la présidentielle, c'était qu'il y a eu moins d'électeurs, moins de personnes inscrites qu'à la présidentielle d'avant, donc de 2011. Les prochaines élections, en termes de mobilisation, c'est vrai, ce n'est pas encore la ferveur. En termes d'inscription, on ne voit pas encore les gens véritablement se mobiliser. Mais on peut dire que ce sera également un élément important pour les prochaines échéances. Nous le souhaitons. Il faut bien noter que le Cameroun est un grand pays qui a des électeurs qui doivent normalement participer au choix de leurs dirigeants. C'est ce que nous souhaitons. C'est pour cela qu'il est quand même nanti des pouvoirs pour procéder à l'inscription, aux inscriptions sur les listes électorales, avec l'encadrement que lui apporte le ministère de l'administration territoriale. Donc les autorités administratives encadrent les camps, favorisent les inscriptions sur les listes électorales. Mais avant, je voudrais quand même dire un mot à l'endroit de M. Elimbi Lobé et de mon voisin du SDF. Vous devez noter que ce que vous avez dit, moi je trouve que finalement vous avez dit une chose et son contraire, M. Elimbi Lobé. Vous ne pouvez pas demander que dans un pays comme le Cameroun, on organise un scrutin dans une partie et pas dans une autre. Le Cameroun, c'est pas deux pays, le Cameroun c'est un pays. Et puis la situation au Cachemire, en Catalogne, partout n'est pas la même que dans le nord-ouest et le sud-ouest. On est simplement avec des entrepreneurs de guerre qui, sans aucun titre ni aucune qualité, sans être reconnus même comme, si vous voulez, des régions indépendantes, se permettent de demander leur partition, alors que tout le Cameroun s'est battu quand il fallait défendre Bakassi. C'est notre pays qui est en danger, c'est notre pays qui souffre de cette bataille. Cette bataille nous oppose entre nous, les Camerounais, ce n'est pas une bataille avec des étrangers. On ne peut pas parler des gens du nord et du sud-ouest, on ne peut pas parler d'eux comme s'il s'agissait des gens du Cachemire. Ce sont des Camerounais et le président de la République a demandé que le dialogue républicain se mette en place. Il a mis en place une structure pour favoriser ce dialogue, le CNDDR,
qui travaillent et nous espérons, contrairement à ce que vous pensez, qu'avant le mois de juin, la crise sera réglée. C'est notre vœu le plus cher, c'est pour cela qu'on a mis en place des structures. Et nous avons rappelé, Monsieur le Président de la République a bien fait de le rappeler, que ceux qui ne veulent pas se soumettre au dialogue républicain qu'il a entrepris seront bien obligés de subir les foudres des forces de défense. Je dois, pour terminer sur ce point, faire observer que depuis le début de cette crise, le gouvernement a fait une pléthore de concessions. Le gouvernement a mis en place des structures, a mis en place au niveau de la chambre judiciaire, une structure spécialisée, au niveau de l'ENAM, une structure spécialisée, au niveau des enseignants, recrutement particulier. Le gouvernement a mis en place, a libéré 289 personnes. Le gouvernement a libéré d'abord la première vague avec le confrère et l'enseignant d'université. Pas le moindre geste jusqu'à présent n'est venu de l'autre côté. Donc le gouvernement fait des efforts vers le dialogue, mais pas le moindre geste n'est venu de l'autre côté. Il faut indiquer que de l'autre côté, nous ne savons même pas qui s'y trouve. Parce que des informations que nous avons, c'est dès qu'on les arrête, ils disent qu'ils sont des bandits, ils ne sont pas des sécessionnistes. Donc nous avons affaire à des gens que vous ne connaissez pas, qui sont invisibles et qui apparaissent à un moment et commettent des coups et mettent la République en danger. Il y en a qui ont saisi le British Bench, ils ont été déboutés. Donc nous ne pouvons pas dans ces conditions garantir, en tout cas pour ma part, parce que moi je ne suis pas le président de la République. Il ne m'appartient pas à moi de convoquer le corps électoral. Moi, j'ai fait une analyse, et dans l'analyse, je dis, les conditions sécuritaires ne permettent pas d'organiser avec beaucoup de sérénité un scrutin local. Dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et pour moi, que ce soit une élection locale ou une élection nationale, il s'agit du Cameroun. Par contre, l'élection présidentielle, elle devait avoir lieu parce que le mandat de Monsieur le Président de la République devait être ipso facto renouvelé pour lui donner la légitimité pour poser les actes. Il fallait qu'il soit là pour pouvoir même prendre la décision de reporter le scrutin local. Il nous faut un président de la République. Donc les circonstances ne sont pas les mêmes quand il s'agit d'un scrutin local que lorsqu'il s'agit d'un scrutin national. C'est ce que je voulais faire observer pour enquêter. Les gens de ces localités, vous pensez qu'ils n'ont pas besoin de leur maire? Bien entendu qu'ils en ont besoin, mais pour le moment, je ne sais pas, il y a des endroits où si on a gagné les élections, vous tout de suite même de vous retrouver sans votant. Parce que les villages sont vidés, vous le savez, c'est pas à moi de vous le dire. Le MRC qui est engagé dans une opération de contestation hors d'ordre électoral participe quand même également à la mobilisation pour les inscriptions sur les électorales. Je l'ai indiqué tout à l'heure en disant que le MRC est un parti politique. Ça, il ne vous a pas échappé que c'est sa vocation première que de participer au processus électoral. Donc, il faut que cela soit également clairement dit. Nous sommes effectivement sur le terrain de la mobilisation de nos concitoyens qui ne se sont pas inscrits sur les listes électorales pour qu'ils le fassent, et qu'ils le fassent en masse. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand on est inscrit sur les listes électorales, on a désormais le choix. On a le choix de voter, on a le choix de ne pas voter. Alors que quand on n'est pas inscrit du tout, on n'a aucun choix. On n'a que le choix d'observer les autres qui sont inscrits aller voter. Donc, il est absolument fondamental que cela soit dit. Le MRC est engagé à ce que le maximum de Camerounais soient inscrits sur les listes électorales. Cela n'empêche pas la posture de la résistance. Résister, c'est dire non. C'est savoir dire non. C'est l'assumer et c'est travailler pour que ce qu'on dénonce puisse effectivement changer. Et c'est pour ça que nous sommes dans la résistance actuellement. Et je dois également indiquer que la résistance que le professeur Kamto a lancée ne concerne pas que le hold-up électoral. Ça concerne aussi justement cette situation dommageable, complètement regrettable que vivent nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut effectivement que, avant que les élections n'aient lieu, que tout le Cameroun puisse effectivement aller voter. Les députés sont les élus de la nation. Ils ne représentent même pas seulement leur circonscription d'élection quand ils sont élus. Ils représentent la nation tout entière. Il n'est donc pas normal qu'on s'achemine dans un processus comme celui-là sans que justement le cadre du dialogue sincère et inclusif qui est demandé par toutes les parties sincères soit mis en place pour qu'enfin justement cette crise que
les sécurocrates et les turiféraires du régime présentent comme une crise dont la résolution est la plus facile qui soit, mais qui dure quand même depuis 2016. Parce que quand on entend ce que les acteurs du RDPC nous disent, ils nous disent que de toutes les manières, d'ici juin, ça risque d'avoir déjà eu une solution, alors que ça dure quand même depuis 2 ans et plus. Donc, il y a urgence à ce qu'un certain nombre de préalables soient remplis pour que le Cameroun, uni et indivisible dans sa diversité, puisse justement affronter les prochaines élections dans un climat de transparence cette fois-là. Et c'est justement pour ça que l'intérêt du non-hold-up aussi peut s'expliquer. Voleur une fois, voleur toujours. Et je dois indiquer que, et je le dis en rendant hommage à tous ces acteurs politiques qui, chacun à leur niveau, travaillent ou ont travaillé à faire des propositions concrètes. Je ne le dis pas parce que le SDF est représenté sur ce plateau, mais nous avons effectivement noté que le SDF avait déjà proposé en 2013 un projet de révision du code électoral. Cela est resté lettre morte. À sa suite, le MRC, à travers son unique député à l'Assemblée nationale, lui aussi, avait souhaité que les règles du jeu électoral soient revues pour qu'il y ait plus de transparence. Cela a également resté lettre morte. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'une nouvelle proposition enrichie a été formulée par le MRC et qui est disponible sur la place publique depuis cet après-midi. C'est vers là qu'il faut aussi que les Camerounais sachent qu'il faut qu'on aille. Si on s'achemine vers un autre processus sans que les conditions qui ont fait que le précédent soit irrégulier. Bonjour Alchek alors on risque d'aller vers une impasse. Mais je crois que le RDPC boira le petit, évidemment. C'est justement, si vous me permettez, pour ça que je suis assez amusé quand je note que beaucoup d'acteurs sont très intéressés par la participation au nom du MRC aux prochaines élections. J'ai envie de leur dire, et si on ne participe pas, est-ce que ça vous gêne tant que ça pour que vous le versiez? Normalement, si le MRC ne participe pas aux élections, la vie continue sans lui. Deuxième chose, l'article 15 de la Constitution. Vous voyez pourquoi j'aime souvent venir avec les deux. Non, c'est important. Parce que si j'étais venu avec la loi fixant les règles applicables aux communes, les spéculations que je viens d'entendre au nom de la sagesse n'auraient pas lieu. L'article 115 est clair dans son alinéa 4. En cas de crise grave et lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. Ici, on demande à l'Assemblée nationale. C'est elle-même qui décide. Donc, il ne faut même pas faire comme si c'est Paul Biya qui a dit qu'on proroge le mandat. C'est les députés eux-mêmes qui ont voulu proroger leur mandat. Si ils sont déjà en train de vouloir utiliser, mon ami Azimba, si vous voulez déjà utiliser la crise anglophone pour rester député ad vitam aeternam, bon, on prend acte. Parce que la loi ne dit pas le nombre de prorogations. Donc l'Assemblée nationale a pris une première loi pour proroger le mandat des députés, et puis encore prendre une deuxième. Vous avez parlé de prorogation, Abel. C'est moi qui en parle, je n'ai pas dit que vous avez parlé. Vous avez simplement estimé que... Non, vous avez simplement estimé que comme il y a la crise, une partie... Je n'ai jamais dit que comme il y a la crise, on reporte les élections. J'ai dit tant mieux. Tant mieux. C'est le représentant du DPC qui a parlé de report. Ah d'accord, peut-être j'ai jamais parlé de report. Ce que je dis, c'est que les députés ont donc la situation juridique du député et politique est très différente de celle d'un conseil municipal. Bien sûr. L'Assemblée nationale est un pouvoir. Les conseils municipaux n'en sont pas. Les conseils municipaux, en réalité, les communes sont des espèces de démembrement de l'administration. Il faut le savoir, ce n'est pas parce qu'on est dans la décentralisation. C'est d'ailleurs pourquoi le président de la République peut nommer. Il peut nommer, quand il y a une crise dans une commune, il peut dissoudre le conseil municipal et mettre une commission spéciale. Ce qu'on appelle une commission spéciale.
Donc le député représente la nation, comme l'a dit Ndiourou, c'est ce que dit la Constitution. Ça veut dire que la nation, même si le Nord-Ouest n'est pas en train d'aller à l'élection, le député de Yokadouma, il représente ces gens-là. Il ne manque pas de représentation. On souhaite qu'ils aillent aux élections. On souhaite que les populations qui sont là-bas, elles-mêmes désignent leurs députés. Tout ça est un souhait. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui doit se faire. Nous devons nous battre pour que les choses en soient ainsi. Mais les populations là ne manquent pas de représentants. Par contre, lorsque vous avez un conseil municipal, vous avez une administration locale qui n'engage que la localité. C'est pour cela que la loi fixant les règles applicables aux communes, et malheureusement pour moi je ne l'ai pas amené aujourd'hui, ça aurait tranché ce débat, prévoit que en cas de guerre, et c'est la guerre qui est à la loi, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc, c'est pas une question de volonté, vœu pieux, on pense que... Est-ce que vous pouvez vous permettre de poser une question? Qui ne vous dit pas, M. Elimbi, que d'ici 2 mois, cette crise va se transposer du nord au sud-ouest pour la partie francophone? Bon, qu'est-ce qui vous arrange? Je ne suis pas dans les spéculations de l'extension. Je ne suis pas dans les spéculations. Je vous pose une question parce que je pense que vous voulez plutôt que je ne parle plus. Non, laissez-moi votre question n'a pas de sens. Elle est une spéculation sur... Ma question est... Non, elle est une spéculation sur l'extension de la guerre. Je suis en train de vous dire que la loi donne au président de la République le pouvoir de ne pas organiser l'élection municipale à Dibombari, s'il y a la guerre là-bas, mais de l'organiser partout ailleurs au Cameroun. Et elle lui dit ce qu'il fait. Comme il y a la guerre à Dibombari et qu'on ne peut pas organiser l'élection municipale là-bas, eh bien, le conseil municipal, s'il est échu, si son mandat est terminé, le président de la République ne laisse pas la commune sans administration. Il met une commission spéciale. C'est ce qu'elle dit noir sur blanc. Okay. Or, le mandat des conseillers municipaux a déjà été échu. Le président a utilisé l'article 170 qui dit que les conseils municipaux sont renouvelés intégralement tous les 5 ans à la même date. Nous sommes sur le code électoral. Alinéa 2. Toutefois, en cas de nécessité, le président de la République peut par décret proroger ou abréger le mandat des conseillers municipaux pour une durée n'excédant pas 18 mois après consultation du gouvernement. Donc, tous les conseillers municipaux, la latitude du président est limitée par la loi. On va observer ça. Il a déjà fait 12 mois. Il en reste 6. Il peut encore proroger pour les conseillers municipaux de 6 mois. Mais si pendant les 6 mois là, la situation n'est pas redevenue normale, qu'on continue à brûler les écoles. Ça veut dire qu'il a jusqu'en 2020. Il va devoir organiser l'élection municipale. Merci. Vaille que vaille, coûte que coûte, parce que la loi ne lui donne plus la possibilité de proroger. Il va recourir à l'article 58 de la loi fixant les règles des élections locales. On peut également observer quand même que on n'est pas encore en phase pré-campagne, c'est trop loin. Mais je dis que cette phase quand même, on observe que même vous, dans l'opposition, ça ne se joue pas d'amitié entre transfuges, démission à gauche pour intégrer le MRC, par exemple, recrute massivement chez vous. Bon, avant de pouvoir répondre à cette question que vous croyez difficile, mais que je trouve bien gentille, je vais d'abord faire 2 précisions. Je n'ai jamais dit sur ce plateau que nous soutenions, soutenir un quelconque report. Donc, je veux que ce soit clair une fois pour toutes dans la tête de M. Elimbi. Je n'ai jamais dit que nous soutenions un quelconque report. J'ai dit que nous souhaitons que cette crise se résolve le plus rapidement possible afin que les élections municipales et législatives s'organisent dans les délais. Absolument. Ça, c'est un. De 2, moi, je constate que dans l'argumentaire de M. Elimbi, il essaie de faire passer le message selon lequel si le domicile de votre voisin brûle, ok, tant que c'est pas chez vous, c'est pas votre problème. Non, moi je pense qu'il y a une espèce de solidarité nationale qui voudrait que, pendant que M. Elimbi a soif que son conseil municipal soit renouvelé, qu'un autre Camerounais ait également l'ambition de voir son conseil municipal renouvelé. Et quand il y a une crise là-bas,
ça ne nous sert à rien de nous cacher derrière notre petit doigt et de se dire, ok, le président de la République a la latitude d'organiser ici, de ne pas organiser là-bas. Ce serait faire 2 poids 2 mesures. L'idéal serait que l'on résolve ce problème une fois pour toutes, qu'on aille aux élections et que chaque Camerounais puisse s'exprimer pour que notre démocratie en sorte grandie. Pour ce qui concerne les débats, les arrivées, les entrées, mais je constate avec amertume qu'on fait plus de publicité, de tapage autour des départs que des recrutements. Vous ne voyez que quelques militants du SDF qui ont été recrutés par le MSC. Vous ne voyez pas ceux qui partent d'ailleurs pour venir au SDF. Et bien plus. Bon, c'est vous qui l'avez dit, je ne sais pas si c'est le représentant du MSC qui vous a fait le dire. Moi, j'aurais pu le faire. Non, nous entendons régulièrement dire que le SDF ne vaut plus rien, le SDF est fini. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux que c'est au SDF que le MSC vient recruter. Comme moi, je ne l'ai pas dit. Nous avons suffisamment de bons joueurs et qui peuvent venir puiser chez nous pour faire leur force. De grâce, nous sommes sereins, nous continuons à travailler et vivement les échéances vont arriver et on aura les résultats. Roland Diouf, justement, l'opposition, peut-être dans son ensemble, ou alors une majorité de l'opposition, vous accuse justement, vous, le MRC, de marquer des buts, des pénaltys peut-être pour emprunter à votre président, dans votre propre camp. Je veux dire que vos recrutements sont presque essentiellement dans l'opposition, du moins ceux pour lesquels on va peut-être sur les médias ou pour lesquels on est invité à la couverture, comme si effectivement le MRC travaille pour déstructurer certains partis d'opposition. Alors, je crois que c'est une affirmation qui est à la fois une accusation qui... Et là, je peux me citer Jean-Robert Wafora, qui est adjoint au maire, qui l'a clairement dit, qui est adjoint au maire SDF et par ailleurs porte-parole de ce... Ça me rappelle le ministre de la Communication. Ça me revient au fait que je dis que c'est une affirmation et qui ressemble à une sorte d'accusation. Parce que pour la simple raison que je crois qu'il faut avoir du respect pour les Camerounais qui décident, je crois, librement d'adhérer à tel ou à tel autre parti politique, qui décide librement d'adhérer aujourd'hui au SDF et demain d'adhérer à un autre parti. Je dois également rappeler qu'au MRC, nous avons un seul adversaire. Le seul adversaire du MRC, c'est la tyrannie régnante. Il n'y a pas 2 adversaires au MRC. Nous avons toujours dit tout le respect que nous avons pour nos devanciers, c'est-à-dire ces autres forces de l'opposition qui ont travaillé avant que nous soyons sur la scène. Et ce n'est pas un secret que de dire que le SDF... je veux dire, est-ce que vous vous sentez là, je ne veux pas dire coupable, mais j'aimerais finir, s'il vous plaît. Je vais vous laisser finir, laissez-moi ajouter. Que vous recrutez, je veux dire même en termes de nombre, je veux dire que si on réunit tous les militants de l'opposition, ils sont peut-être 5000, je prends un chiffre comme ça en exemple, et que vous recrutiez vos militants dans un autre parti de l'opposition, même en termes de nombre, ça ne change pas grand-chose, non? Je veux dire qu'il aurait été mieux d'aller prendre le RDPC pour affaiblir peut-être. Mais vous allez puiser dans l'opposition, c'est-à-dire que vous recrutez ce qui est déjà opposé. C'est pour ça que j'aurais souhaité finir, parce qu'en plus, quand vous utilisez le terme recruter, c'est une démarche active. Quand on recrute, on va vers les gens. Je ne suis pas sûr que ceux qui justement souhaitent ou décident d'adhérer à un parti le font parce qu'on est venu les démarcher. Moi, je veux que l'opinion ne soit pas entraînée dans ce glissement de formule. Je veux pas qu'on soit entraîné dans ce glissement de formule qui fait croire aux gens que le MRC est tapis dans un coin et qui se dit ok, je vais aller piquer tous les militants du SDF par exemple, pour prendre cet exemple encore, qu'il ne vous a pas échappé que les gens qui viennent au MRC ne viennent pas que du SDF, ils viennent de beaucoup d'autres partis, sauf que parfois on veut bien tirer ou bien opposer les opposants. Bien entendu, ils viennent de partout, ils viennent même de ceux qui n'ont jamais fait la politique avant. Et d'ailleurs,
beaucoup de militants qui s'engagent au MRC, c'est parce qu'ils ont découvert ce que nous appelons chez nous faire la politique autrement, ce qui les amène à se dire pourquoi pas essayer d'entrer dans cette nouvelle machine politique qui a quand même un peu de neuf, au moins en ce qui concerne sa structure et ses idées, les idées qu'elle promeut. Donc, moi, je souhaite vraiment m'inscrire en faux contre cette attitude, contre ce type de commentaires qui tend à faire croire à l'opinion que le MRC, en tout cas, tire les balles à l'encontre des autres partis de l'opposition. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est à vous, les journalistes, de mettre en lumière les faits. S'il y a des militants d'autres partis, y compris du MRC, qui vont vers le SDF, ce n'est pas au MRC d'en faire la promotion. Ce sera à vous, le cas échéant, de le faire. Maintenant, je voulais revenir sur un propos et un point de vue que je partage avec M. le maire Azemba. Vous voyez, on n'est pas nécessairement obligé d'être en contradiction. Je partage le propos avec lui selon lequel la tendance qu'on observe un peu, c'est que on veut bien faire croire à l'opinion que ce serait justifié d'organiser une élection dans le climat dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que ce serait justifié que malgré la crise qui secoue profondément les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on peut admettre qu'on puisse organiser des élections locales sans que cette partie-là ne vote elle aussi. Ça pose un problème qui est fondamental, que j'appelle souvent le débat de la légalité, de la légitimité. On aura beau rappeler les textes, on ne sera là qu'au niveau de la légalité, formelle en plus. Mais il y a une question quand on est dans la sphère publique, quand on est dans la République, qui est la chose publique, la chose de tous. Lorsqu'on gère la chose de tous en disant que nous allons nous appuyer sur une certaine lecture de la loi pour en exclure d'autres, on finance ou alors on promeut en quelque sorte les germes de ceux qui justement se sentent. Là, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion à l'argumentaire que nous avons entendu tout à l'heure, aussi bien la cohérence de ces deux argumentaires, M. Prambeu, aussi bien du représentant du RDPC, mon excellent confrère, que M. Elimbi Lobe, lorsqu'il a martelé avec beaucoup d'insistance les dispositions qui pouvaient permettre qu'on fasse une élection alors que Dibomba brûle. Non, je pense qu'il faut qu'on se dise vraiment que le plus important n'est pas de se contenter de voir qu'est-ce qui va arriver si là où je vis ne brûle pas et se ficher pas mal de ce qui arrive à Dibombari pendant que Dibombari brûle. C'est de se dire que si Dibombari fait partie du Cameroun, on ne peut pas objectivement, légitimement organiser une élection en laissant sur le bord du chemin une partie du Cameroun. Et je sors par là, s'il vous plaît, en indiquant que, aussi bien, comme l'a dit M. Azemba tout à l'heure, nous ne sommes pas favorables au report des élections. Au contraire, nous sommes de ceux qui pensons que ce sont des échéances qui sont connues depuis de longues dates. Et le fait de les avoir reportées, c'était un autre signe de la médiocrité et de l'incompétence qui nous gouverne. Il n'est donc pas question que pour un prétexte, quel qu'il soit, que cette élection soit reportée. Et donc l'urgence consiste à résoudre les problèmes qui peuvent empêcher que celle-ci ait lieu à bonne date, le jour dit. Je regrette tout simplement le moralisme de mauvaise aloi qui est un gros temps perdu dans cette émission où les gens disent des choses et leur contraire en même temps. Si vous estimez que moralement vous avez un problème à aller aux élections parce qu'une partie du pays est en difficulté, n'allez pas aux élections, soyez clairs. Dites que la région du nord-ouest et du sud-ouest étant en difficulté, nous on ne part pas aux élections. Vous voyez sur les plateaux de télévision dire que la région du nord-ouest ça brûle parce que la crise anglophone est devenue un fonds de commerce politique pour certains d'entre nous. Mais on dirait qu'il n'existerait pas s'il n'y avait pas cette crise. Il y a une crise. Les élections font partie des modes de résolution des crises politiques. Parce que c'est avec les élections qu'on change les acteurs. Vous ne pouvez pas vous plaindre de Paul Biya tous les jours. Vous dire qu'il ne devait pas organiser les élections. Il organise les élections présidentielles. Vous allez aux élections. Mais il ne fallait pas aller en disant il y a la crise, nous on ne part pas. Comme on a le monopole du cœur.
Vous souffrez tellement parce qu'il y a la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Ça dit que ça vous rend malade, vous ne dormez jamais. Il ne faut pas nous mentir. Vous voulez qu'on reporte les élections parce que ça vous permet d'être assis à vos postes de responsabilité, de ne pas faire face à vos bilans, de ne pas prendre le risque d'être échangé, etc., d'être changé. C'est ça. La loi dit que s'il y a la guerre dans une partie, c'est la loi qui le dit. Ceux qui ont écrit cette loi-là, allez leur demander s'ils sont fous. Ils auraient pu dire que s'il y a la guerre, on ne fait pas du tout d'élection, jusqu'au jour où on va résoudre le problème. Ils ont dit que s'il y a la guerre quelque part dans le pays, on a à ces endroits-là où il y a des troubles, on met une administration provisoire. C'est ce que la loi a dit. Si vous voulez faire le procès de la morale de la loi, ça vous regarde. Moi, je ne fais pas le procès de la morale de la loi. Vous n'êtes pas en train de chercher les solutions à la crise anglophone plus que les autres Camerounais. Je ne sais même pas quelle solution vous avez proposée pour la crise anglophone. Vous avez simplement demandé du fédéralisme. Et les anglophones et le Cameroun vous ont dit non au fédéralisme. C'est tout. La crise anglophone n'a rien à voir avec vos projets politiques que vous avez fait de fédéralisme, de ci ou de ça, et des partis politiques qui ne savent même pas si c'est le fédéralisme qui veut ou si c'est le régionalisme. Les élus sortant des élections présidentielles. Il faut que les gens cessent de se comporter comme s'il n'y a pas eu une élection. Il y a eu une élection, elle a envoyé ses messages clairs. Vos projets politiques ont été rejetés par les Camerounais. Un point, un trait. Ne revenez pas quelques jours après les élections sur les plateaux de télévision, remettre le débat sur la campagne électorale présidentielle. Allons aux élections législatives, qui sont des élections de représentation. Et la loi dit, la Constitution dit qu'un député représente la nation tout entière. Ça veut dire que nous sommes en situation de crise, mais les députés qui seront élus ailleurs ont la capacité à parler pour le peuple ou les populations de ces régions que vous n'aimez pas particulièrement. Et c'était tout simplement une zone qui vous était acquise parce que politiquement, le parti SDFN est là-bas, il est pouvoir là-bas. Mais il ne faut pas nous embarquer dans des discussions où vous voulez que moi je juge de votre moralité à beaucoup aimer la région du nord-ouest ou du sud-ouest. Ce n'est pas une question d'amour, chers confrères ou chers camarades. Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question que... C'est ton camarade. Et toi, je parle de toi. Je parle de toi. Et on est même camarade politique. Azembe est votre camarade. Mais même lui. Vous êtes camarade politique? Oui, les camarades, nous faisons tous la politique. Bon, de toutes les façons, tout le monde a vu en Audiovision, je vous ai appelé camarade, vous avez refusé, on passe à l'essentiel. Vous êtes camarade de Maître Tegem? L'essentiel, oui, sur le chemin de Maître Moment. Non, je dis, ce ne serait pas surprenant. Je dis, vous laissez Momo tranquille. Non, terminé. Il y a plein de gens qui sont partis du SDF, qui sont dans le RDPC. Ils ne sont pas morts. Il y a ceux qui sont partis du RDF pour entrer dans le MRC. Certains, c'est là-bas qui sont devenus députés pour la première fois de leur vie. La vie politique est faite de cette transhumance, notamment au Cameroun. Il n'y a rien d'étonnant là. Donc, ce que je veux dire de ça, c'est... Je termine mon propos. Je termine mon propos. C'est son tour de parole. Il va me permettre. Je termine mon propos. Vous venez sur le plateau dire que si la maison de mon voisin brûle, donc je ne dois pas organiser les élections. Je dois attendre. Parce que la crise, qu'est-ce que vous savez du délai de règlement de cette crise? Seigneur, vous-même, vous qui disiez tout à l'heure qu'elle a déjà fait 3 ans. Les élections, c'est dans 9 mois. Vous dites, vous souhaitez qu'on règle la crise. Mais même pas vous préparez les élections. Ne préparez pas les élections. Attendez d'abord, on règle la crise. Merci. Quand on va finir, vous viendrez aux élections. Soyez honnête et sincère. Mais je ne pense pas que même le patron de STV peut se permettre d'user de ce type de ton. Non, on va le laisser là. M. Elimbi, il n'a de leçons à donner à personne ici. Encore moins à recevoir de vous. Quant à la préparation des élections, chaque état-major du parti politique sait comment il sait comment il organise sa préparation des élections. Donc, ne parlez pas de la préparation des élections
pour ce qui concerne ma formation politique, parce que vous n'êtes plus dedans. Ça, c'est d'un. De deux. Est-ce que vous pouvez parler de vous et de votre formation? Vous parlez du MRC, vous parlez du NDPC, vous êtes dedans? Non, comment ça parler du MRC? Vous n'avez jamais parlé du MRC de votre jour? Il va noter ses réactions. S'il vous plaît. Je crois que la démocratie voudrait aussi qu'on écoute l'autre. Même s'il dit des choses qui ne vous plaisent pas. Sauf si, non, il y a des exceptions à cela. La preuve, c'est que quand vous dites qu'il faut faire la sécession, on dit qu'on doit vous faire la guerre. Mais voilà, ça veut dire que tout n'est pas autorisé. On le dit après vous avoir écouté. Merci de m'avoir permis de dire quelque chose. Je vais être très court. Monsieur Limbi, nous n'avons jamais, du moins pour ce qui me concerne, je n'ai jamais parlé d'un report à l'indéfini. Parce que je vous ai entendu dire que nous souhaitons le report des élections parce que nous voulons rester là, nous avons peur du bilan. La loi, c'est vous qui citiez la loi. Un conseil municipal est élu pour une période précise. Ça dit que le mandat a une date de début et une fin. C'est clair. Vous ne pouvez rien faire à cela. Donc, ne nous dites pas que oui, parce qu'un maire a peur de faire son bilan, et il ne souhaite pas qu'on organise les élections. Puisque ça ne dépend pas du maire. Ce n'est pas le maire qui décide si on organise son élection ou pas. La loi dit que le mandat est à son terme, on doit organiser les élections. Bon, vous ne voulez donc pas qu'on applique la loi qui dit qu'en temps de guerre, on l'organise ailleurs et on laisse là où il y a. Mais pourquoi tu es pas occupé qu'on organise chez toi et pas chez nous? Ok, merci. J'ai beaucoup de surprises toujours quand j'entends M. Limbilo parler. C'est un monsieur qui me surprend beaucoup. Et je dois dire, vous avez une bonne énergie, ça j'admire votre énergie. Mais je suis très embêté parce que ça fait quand même une dizaine d'années que vous êtes conseiller municipal à Douala 5e. Vous n'avez rien laissé d'inoubliable là-bas. Aucun projet, aucune réforme, aucune proposition, aucun amendement. J'ai le souvenir de votre seule intervention lorsqu'on met un Ngwana a dû intervenir pour faire désigner l'adjoint au maire parce que vous vous battiez pour être adjoint au maire. Voilà tout ce que vous avez laissé à cette mairie. Mais vous venez ici, vous faites la leçon à tout le monde. Et vous êtes toujours en train de dire que les autres travaillent mal. Moi, je souhaite, lorsque vous parliez, que vous donniez votre bilan vous aussi. Parce que nous, on est des PCK, il faut le bilan, nous en donnons. Vous le savez, d'ailleurs, c'est mon voisin de droite, ils sont dans la mairie, ils savent qui a construit cette mairie, ils sont à droite 3e, ils savent de quoi je parle. Moi, je souhaite que lorsque vous parliez, M. Limbi, vous êtes conseiller municipal depuis une dizaine d'années, que vous présentiez votre bilan. Parce que vous allez au front, déployer vos électeurs, vous venez ici lire la loi, ce n'est pas de tout cela qui vous ont élu pour lire la loi, il y a des personnes indiquées pour lire les lois. Et puis, moi, j'étais surpris par l'intervention aussi du responsable du MRC, mon confrère. Il dit que la médiocrité... Responsable, ce serait un trop grand honneur. Non, je préfère dire mon confrère, c'est trop représentant ici du MRC. J'ai entendu tout à l'heure parler de la médiocrité gouvernante. Mais je l'assume, chers confrères, c'est très grave. Vous le dites et tout de suite après vous empruntez notre vocabulaire, puisque vous avez peur de glissement. Il me semble que ce vocabulaire est nouveau dans votre langage. Si vous êtes souvent rencontré sur les plateaux, je n'ai jamais entendu ça. Vous ne pouvez pas en même temps. Il y aura un brevet de au glissement. Chers confrères, d'habitude, chers confrères, vous l'avez pris, le président national du ADPC, Maître Tegem, chers confrères, désormais vous allez payer les droits d'auteur. Chers confrères, vous en avez parlé. Et je ne vous ai pas interrompu. C'est pour ça que je tout à l'heure, vous êtes tous allés au charbon, vous avez cogné, je n'ai répondu à personne parce que je savais que j'ai un temps de parole. Et mon temps de parole n'est pas particulièrement long. Hein? Donc, mais je dois quand même faire observer. Vous voyez comment interrompu, j'ai perdu le fil de mes idées. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ce que je veux vous dire, non. Vous avez perdu. Monsieur Limbilo, il ne me semble pas que c'est vous. Il ne me semble pas que c'est vous qui dirigez le débat. Vous avez dit que la démocratie. Non, il me fait le coup d'état moderne. Non, il a toujours. Ce sont ses méthodes et ses pratiques. Il prend toujours la parole à temps et à contre-temps. Monsieur Limbilo, je dois vous dire une chose. Dans une démocratie digne de ce nom, la première règle, c'est la sécurité. Les citoyens ont besoin de sécurité. La société démocratique a besoin d'ordre et de sécurité. Dans la société démocratique, pour que les électeurs puissent s'exprimer, il faut qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait de la sécurité. Lorsque vous demandez que dans un pays sérieux comme le nôtre, avec les citoyens quand vous venez aussi sérieux et responsables, que Monsieur le Président de la République prenne un texte pour vous désigner certaines personnes, je pense que les circonstances ne prêtent pas à ce que vous souhaitez qu'il le fasse.
Moi, je pense pour ma part, et ça, si vous savez, chez nous, au RDPC, on a la capacité quand même de prendre parfois des positions. Je pense pour ma part que, en ce moment, la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ne garantissent pas, ou bien ne garantit pas une élection pacifiée, parce que, voyez-vous, il ne s'agit pas d'une élection nationale, contrairement à ce que vous disiez, il s'agit quand même d'une élection locale, en tout cas en ce qui concerne les conseils municipaux. Il y a certains villages ou certains arrondissements qui ont été, les sous-préfets ont été assassinés, et vous le savez très bien. Il y a certains arrondissements où même les maires ont déserté. Les conseillers municipaux sont partis. S'il faut organiser les élections dans ces zones-là, c'est vrai que le texte a prévu un mécanisme de substitution, mais on ne peut pas considérer deux formes de Cameroun. Un Cameroun, il y a des élus, et un Cameroun, il y a des personnes nommées. Nous souhaitons que, comme le maire sortant ou alors les conseillers sortants ont été élus, qu'ils soient remplacés par les conseillers également élus. Mais ma position en ce qui concerne la situation sécuritaire n'engage en rien l'ensemble du Cameroun. Je redis ce que j'ai dit en commençant. La crise peut s'arrêter d'ici le mois de juin et les élections auront effectivement lieu. Nous avons mis en place le CNDDR. Nous assumons ce CNDDR et nous comptons sur ce CNDDR pour régler cette crise. Vous, M. Libé Robert, vous allez sur les principes de la crise du 40 ans. Nous ne souhaitons pas pour notre pays. Et nous ferons tout ce qui est possible, ce qui est possible de faire pour régler cette crise qui quand même concerne le Cameroun, car c'est une guerre du Cameroun contre lui-même. Et il est question qu'à un moment on s'asseye entre nous, qu'on discute au sein du CNDDR mis en place par M. le Président de la République pour mettre fin à ce malheureux différend. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Roland Diaw. Merci. Moi je voulais dire simplement que quand j'utilisais tout à l'heure la formule de la médiocrité gouvernante ambiante, j'aimerais simplement que mon confrère, que je sais intellectuellement honnête, nous explique comment on peut justifier le pillage à ciel ouvert auquel on a assisté dans ce qu'on peut appeler la CAF ou la CANGUET. C'est une opération véritablement de pillage de notre pays à ciel ouvert. Et de mon point de vue, il semble qu'il faut également dire non à cela. Deuxièmement, je crois aussi que c'est difficile de donner des leçons et de ne pas être capable d'accepter qu'on nous donne des leçons nous aussi. Et je le dis parce que j'observe, et ce n'est pas la première fois que je fais cette observation, que chaque fois qu'on indique un certain nombre de choses qui ne reçoivent pas l'assentiment de M. Lobet, il déploie une énergie phénoménale pour empêcher ses interlocuteurs de répondre. Dernière chose, c'est la filouterie dont on peut faire preuve le RDPC, c'est qu'aujourd'hui on veut faire croire aux Camerounais que des mots, même des mots, font déjà partie du domaine privé, qu'on ne peut plus utiliser des formules simplement parce qu'elles ont été utilisées par le passé par le président de la République. Si vous ne voulez pas qu'on utilise le mot glissement, peut-être que vous souhaitez qu'on parle plutôt de glissade. De toutes les manières, il y a des éminents intellectuels camerounais qui nous ont expliqué qu'il y a une différence entre le glissement et la glissade. Mais dans tous les cas de figure, cela témoigne, cela illustre toujours la médiocrité qui nous gouverne et que tous les Camerounais voient chaque jour quand ils sont dans leur vie quotidienne. C'est donc à cela qu'il est question. C'est donc de cela qu'il est question, quand nous disons que nous devons, en tant que Camerounais, pour nous et pour les générations futures, résister. Parce que, voyez-vous, quand on pille notre pays comme celui-là, et que nous refusons de nous battre pour que ça s'arrête, nous transférons la responsabilité sur nos enfants et sur les enfants de nos enfants. C'est un problème. Quand nous ne pouvons pas faire preuve, ne serait-ce que d'empathie, et là quand je parle de la crise anglophone, je dis que les Camerounais devaient au minimum avoir de l'empathie. Au-delà du fait que ça peut être un problème politique, l'empathie de base. J'ai entendu mon excellent confrère tout à l'heure dire que le président de la République, M. Biya, faisait tout ce qu'il était possible et imaginable pour que cette crise s'arrête. Je crois qu'il a fait tout ce qui était possible et imaginable, sauf la seule chose que tout le monde lui demande de faire, c'est-à-dire mettre sur pied le cadre du dialogue national et inclusif afin que les questions essentielles qui, de notre point de vue, sont à la base de cette
crise puisse être résolue afin de soustraire aux entrepreneurs de la guerre, parce qu'eux aussi ils existent, le carburant qui leur permet de prospérer sur le terrain. Et enfin, au sommet de tout cela, que nous puissions gagner en transparence. Nous ne pouvons pas nous complaire à avoir des élus qui sont en réalité choisis par le pouvoir régnant. Parce que quand nous avons un système électoral taillé sur mesure, taillé vraiment sur mesure, de l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats par un conseil constitutionnel dont nous tous nous savons qu'il est aux ordres, alors vous pouvez très aisément conclure que les élus sont souvent le fruit de calculs qui sont faits dans les officines du dernière intervention sur cette aspect. Je souhaite dire un mot. Oui, vous savez, quand on fait la leçon, c'est un confrère. Je veux bien le respecter, cher confrère. Vous pouvez venir à la télévision, vous êtes avocat. Et je peux vous faire la leçon, vous savez très bien. Quand vous parlez de Kamgate et vous dites qu'on n'a rien fait, mais vous connaissez le principe de la présomption d'innocence, on devait faire contre qui? Premier point. Deuxième point. Vous dites que le code électoral est taillé sur mesure. Je ne sais pas, le code électoral au Cameroun est une loi. Je ne sais pas, quand vous avez la majorité, qu'est-ce que vous faites? Et je vais finir en vous faisant quand même une observation du président Mitterrand. Vous savez, après la Constitution de 58, il avait dit, en parlant de l'article 16 de la Constitution, qu'il s'agissait d'un coup d'État permanent. Quand il a pris le pouvoir à l'Élysée, on lui a dit, mais vous aviez dénoncé cette constitution, il a répondu, elle n'a pas été faite par moi-même, me convient. C'est ce que je voulais faire observer. Bon, je regrette qu'on ait perdu beaucoup de temps sur le combat des donneurs de leçons. Chacun donne la leçon à l'autre. Je ne sais pas finalement quelle est la leçon qu'il faut retenir. Ce qui est important pour moi, c'est de faire remarquer que vous ne pouvez pas avoir des lois. Et au moment où il faut les appliquer, vous venez substituer à la lettre et à l'esprit de la loi des raisonnements que vous croyez judicieux. Ce n'est pas moi qui dis que s'il y a... on a dit qu'on proroge le mandat des conseillers municipaux au maximum de 18 mois. Quand les 18 mois là vont être échus, qu'est-ce qu'on va faire? Et si on n'a pas résolu la crise? On fait l'élection. Mais M. Libye, on aura résolu la crise. Ensuite, de contester le report de 18 mois. On aura résolu la crise. Je ne sais pas de quoi on parle. Ensuite, moi j'ai dit que je n'accepte pas la prorogation. Parce que justement l'article... Et vous défendez la même prorogation. Laisse-moi parler. Voilà, alors vous donnez des leçons et puis après, vous ne vivez pas votre culture. Allez-y. Moi j'ai quitté le conseil municipal parce que les raisons pour lesquelles le président de la République proroge ne me conviennent pas. Il n'a prorogé pas parce qu'il y a la guerre. Ce n'est pas pour ça. Il a prorogé parce qu'il y avait une surcharge de calendrier. Et j'ai dit, mais vous ne pouvez pas proroger parce qu'il y a une surcharge du calendrier, alors que c'est vous qui avez organisé la surcharge du calendrier. En prorogeant les élections en 2013, c'est lui qui a créé les conditions pour que l'année 2018 soit à la fois une année des élections sénatoriales, législatives, municipales et présidentielles. Il le faisait en toute connaissance de cause. Il a d'ailleurs fait voter pour l'année 2018 un budget conséquent pour ça, 50 milliards de dotation prévue pour les élections. Donc l'argument qu'il utilise après pour justifier que les élections présidentielles se tiennent, mais pas les autres, ne me convainc pas. Moralité, je quitte le conseil. La partie qu'il a prorogée, je l'ai quittée parce que mon mandat est terminé. Vous êtes resté parce que c'est bon pour vous. Ça vous rapporte de l'argent. Et maintenant, vous commencez à faire des spéculations moralisantes pour dire que comme la région la bulle, on peut même ne pas faire les élections. Il vaut mieux qu'on reste comme ça. Je vous dis donc que, premièrement, en octobre, ce qui peut se passer, c'est que les deux élections vont être dissociées. Parce que l'élection législative peut être, le mandat des députés peut encore être prorogé à une date, une durée indéfinie. La loi ne limite pas. Il peut même faire 5 ans. Mais les conseillers municipaux, on pourra leur ajouter 6 mois.
C'est-à-dire que d'octobre à décembre, ça fait combien? Là, vous êtes dans l'hypothèse d'un nouveau report. Oh, oui, parce que c'est ce qui transparaît dans le discours de Maître Tegan, et qui nous fait savoir que peut-être dans les chaumières du RDPC, on est déjà en train de cuisiner un éventuel report des élections municipales. Je dis donc que ce report-là est possible, légalement. Il sera de 6 mois supplémentaires. Ça veut dire qu'autour du mois de mars, avril de 2020, il faudra faire ces élections. Et si la guerre n'est pas terminée, qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer l'article qui a été prévu dans la loi, quelles que soient vos gymnastiques moralisantes. Je ne suis pas là pour vous faire la morale, je suis en train de constater que certaines personnes semblent vouloir utiliser la crise anglophone comme un mobile pour éventuellement continuer à se conforter dans des positions privilégiées. Là, actuellement, vous avez des députés qui vont gagner 20 millions de francs supplémentaires parce qu'on leur a ajouté un an. Et aucun de ces députés à l'Assemblée nationale, vous tous qui faites la morale là, aucun de vos députés n'a dit que non, je ne suis pas d'accord avec la prolongation des mandats. Et si on leur apporte un nouveau projet de loi pour prolonger en octobre prochain, ils vont encore le faire. Ce n'est pas parce qu'ils aiment les anglophones. Ils ne le font pas parce qu'ils souffrent de la guerre qui est là-bas. Ils le font parce que la prorogation et la crise anglophone qui justifie la prorogation leur apporte de l'argent. C'est tout. Mais je dis donc que pour les conseils municipaux, on sera bien limité et on va recourir à une disposition de la loi qui existe, qui dit ce qu'on doit faire en temps de guerre. Ceux qui ont pris cette disposition-là, ils savaient bien qu'une partie de la commune de notre pays, des communes de notre pays, peut se trouver dans leur capacité d'organiser des élections. On a toujours organisé les élections. L'ex était pacifié avec les coupeurs de route, la crise centrafricaine qui empêchait les gens de fonctionner normalement. À l'est, il y avait une insécurité totale jusqu'à la région de Ngaoundé. Les élites de Ngaoundé se sont réunies à Yaoundé pour faire le bilan de la crise centrafricaine et même tout ce qu'il y a dans le Grand Nord. Ça nous a empêché de faire les élections. Les élections font partie de la solution aux crises politiques. C'est parfois parce qu'on a fait des élections, on a changé les acteurs politiques, qu'on a évolué dans le mode de règlement de la crise anglophone. Et je termine en vous disant que je fais partie de ceux qui pensent que certaines mesures qui ont été prises par le président de la République sont des mesures bonnes pour le règlement de la crise. Mais ce ne sont pas des mesures qui vont donner leurs résultats tout de suite. Premièrement, la nomination des anglophones à des hauts postes de responsabilité. Je fais partie de ceux qui ont revendiqué ça. J'ai même demandé qu'il nous faut un président anglophone qui nous doit régler. Ensuite, la décision de fermeté et de répondre aux sécessionnistes, non pas par des jérémiades sur un je sais quel dialogue. Ceux qui ont pris les armes ne vous ont pas dit qu'ils veulent un dialogue. C'est vous qui parlez à leur place. Vous êtes sur tous les plateaux de télévision pour demander, faire le procès au président de la République de ne pas convoquer un dialogue à votre goût. Mais si vous faites même ce dialogue et que les sécessionnistes refusent de venir, qu'est-ce que vous allez faire? Les sécessionnistes ne vous demandent pas de dialogue, ils vous demandent la partition du pays. Ils ont pris les armes un point. Tous ceux qui parlent, de Monseigneur Toumi à tous les états-majors politiques, vous parlez en vous pour vous-même. Aucun sécessionniste n'a pris la parole. Tabé Ayouk et consorts. Et personne d'entre eux n'a pris la parole pour dire qu'il y a un dialogue. Oui, donc vraiment, laissez-nous ces affaires-là. Si vous êtes incapable de vous préparer, mais moi je sais que dans tous vos partis politiques-là, il y a des gens qui sont capables d'aller aux élections. Merci. Et je leur demande simplement que pour aller à ces élections et les gagner, ce n'est pas un nouveau code électoral qu'il nous faut. Et vous ne l'aurez pas. Ça fait 26 ans qu'on lutte pour avoir un code électoral. Vous y irez. On doit y aller. Merci. Et battre le président Biya et son régime avec son mauvais code. Une fois Merci. que nous les avons mis de côté, nous organisons une nouvelle vie politique. C'est simple et c'est bon. Je prends les téléspectateurs à témoin que M. Limbi a dit à Mondovision
qui gagnait de l'argent au conseil municipal de Douala 5e. Parce que pour lui, quand il insinue que les autres parlent du report, c'est parce qu'il voudrait rester pour gagner de l'argent. Donc vous ne gagnez pas de l'argent au conseil. Je veux pas être vous ne gagnez pas de l'argent au conseil. Je veux pas être vous gagner. Mais la rémunération des conseillers municipaux existe. Bon, c'était pas autant. S'il veut venir maintenant nous dire qu'il ne gagne pas de l'argent là-bas, c'est qu'il était il n'y a pas de rémunération au conseil municipal. C'est la Douala 5e. Si, merci. Il n'y a pas de rémunération. On vous a écouté. Je poursuis. Et sur un aspect simple, je ne vais pas être long. Monsieur Elimbi parle de démission. Je prends un cas simple d'un exécutif communal dans un arrondissement qui décide, en s'appuyant sur ses arguments, de démissionner de ses fonctions. Ça dit que dans la mairie, il n'y a plus de responsables. Quand un enfant vient au monde dans un arrondissement, il n'y a aucun magistrat municipal pour signer son acte, son certificat de naissance et tout. Je ne sais pas pourquoi est-ce que parfois on donne l'impression d'avoir la science infuse et on veut imposer son point de vue à tout le monde. Monsieur Elimbi est libre de démissionner du conseil municipal de Douala 5, qui laisse également aux autres la liberté de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et non leur faire un procès d'intention selon lequel ils sont contents parce que j'ai dit à l'entame de mon propos ici que la loi est claire. Quand vous êtes élu, la loi fixe le début de votre mandat et la fin. Et le souhait, c'est qu'effectivement, à la fin de votre mandat, que les élections soient organisées, puisque ça ne dépend même pas de vous. Nous sommes en train de discuter là. Demain matin, le président de la République peut convoquer le corps électoral. Bien sûr, ce sont ses prérogatives. Donc, de grâce, quand il y a un problème comme celui-là, et que nous demandons qu'il soit résolu, c'est parce qu'on souhaite, chaque Camerounais a droit, le droit absolu de participer au choix des responsables de son pays. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, vous réagir. Oui, je voudrais observer, parce que M. Elimbi Lobé est toujours très emporté, je ne sais pas pourquoi à l'occasion des débats. M. Elimbi Lobé, vous êtes pourtant très pertinent dans ce que vous dites. Vous avez une énergie qui est débordante, je l'ai déjà dit. Vous n'arrangez pas. Mais les arguments chez moi. Mais M. Elimbi Lobé, la démocratie, c'était ton camarade. La démocratie, c'est aussi... Moi, les hommes politiques sont des camarades. Si pour vous, c'est des ennemis. Ah ben... Non, tu es mon ami, pas mon camarade. Allez-y, maître. La politique, pour moi, c'est aussi d'abord le respect des minima. Parce que pour faire la politique, il faut déjà qu'on soit d'accord, il faut un minimum consensuel. Le minimum, c'est que les conditions minimum de sécurité soient réunies. Nous ne pouvons pas être sur ce plateau si à la fin on ne peut pas rentrer chez nous, chacun en toute quiétude. Si nous sommes là, c'est parce que la République travaille pour nous. Il y a des gens qui sont là pour notre sécurité. C'est pour ça que lorsque la République nous interpelle, nous devons nous mobiliser pour la servir. Et je vais ici saluer la posture de mon voisin de droite du SDF qui a bien indiqué que si un enfant naît, on fait quoi? Parce que ce qu'il dit, c'est très pertinent. Avec ça, vous voyez qu'il faut un minimum de services publics. Il faut un minimum, parce que le service public doit être continu, on ne doit pas l'interrompre. Monsieur Elimbi Lobé, vous ne pouvez pas. Parce que vous avez démissionné, encore que votre démission, je ne sais même pas si vous l'avez fait, parce que la dernière fois, il y avait un conseil municipal, moi j'ai entendu dire que vous y étiez. Il a participé, il a émergé. Il a démissionné depuis longtemps. Vous avez dit qu'on n'est pas rémunéré. Non, vous êtes rémunéré, c'est ce que vous Ah d'accord. C'est moi, vous n'êtes pas rémunéré. C'est le temps de parole, le maître Tegem. Ouais. Monsieur Elimbi Lobé, vous avez annoncé votre démission, mais il y a quelques jours, vous étiez à ce conseil municipal, vous avez participé, et comme vous avez dit tantôt, comme il a été dit tantôt, moi je ne peux pas le dire avec la plus grande affirmation absolue que vous avez émergé, c'est vous qui savez ce que vous faites là-bas. Mais moi, c'est pas ce que j'attends de vous là-bas. Ce que j'attends de vous là-bas, c'est comme vous lisez les textes là, de faire des réformes, de réformer. Parce que, voyez-vous, monsieur Elimbi Lobé, lorsqu'on est un responsable politique, et qu'on est un responsable politique actif comme vous, ce qu'on doit s'efforcer de faire, je ne vais pas vous faire la leçon, parce que vous avez dit vous en faites à tout le monde. Pourquoi pas moi? Je ne vais pas vous en faire. Je ne vais pas vous en faire. Non, mais lorsqu'on est responsable politique, M. Elimbi Lobé, on regarde la télévision, on explique son bilan. On dit, voilà, pendant que j'y étais, voilà ce que j'ai fait. Vous êtes à 10 ans. Et vous êtes toujours à la télévision, et vous êtes toujours à la télévision, mais monsieur, votre bilan, c'est pas la télévision. On dit pendant que je suis au conseil municipal, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Mais je n'ai jamais vu au conseil.
Alors, je voulais juste dire un petit truc. Vous allez revenir, je le relance d'abord. Oui. Mais au risque d'évoquer quand même notre aspect par rapport à ces élections locales. Le dernier remaniement ministériel ou réaménagement, c'est selon. Les analystes, les observateurs ont estimé que c'est un gouvernement de mission qui part pour ces élections-là. Je veux dire que le président se serait entouré de personnes qui vont au sein du gouvernement l'accompagner jusqu'à la préparation, l'organisation et même la préélection municipale législative. Voyez-vous, il ne m'appartient pas à moi de juger les actes de M. le Président de la République. Il a mis en place un gouvernement, c'est son impérium, c'est la Constitution qui lui en donne le droit. Maintenant, si la nomination d'une dame comme le maire de Banganté, qui est désigné comme la ville la plus propre de l'Ouest, si elle peut rendre tout le Cameroun comme Banganté, nous ne pouvons pas le refuser. Nous, ADP, serons tirés les meilleurs profils le moment venu. En tout cas, nous sommes un parti politique responsable, nous sommes un parti politique qui sollicite à chaque fois le suffrage des Camerounais. Si Mme Ketchako teste de son poste qu'elle occupe aussi à faire de Banganté l'ensemble du Cameroun comme Banganté, c'est-à-dire plus de saleté, nous ne manquerons pas de dire aux électeurs que voilà ce que nous avons fait, nous avons rendu le Cameroun propre de partout et puis tirer les meilleurs avantages. Voilà ce que vous avez pris un exemple, on aurait pu en prendre un autre, hein, mais bon, c'est... Allez-y. Oui, je voulais dire que, Maître Tégué, vous savez, le pays ne marche pas avec vos spéculations morales. C'est pas la morale, c'est les textes. Et je suis surpris à la fois que c'est vous, l'avocat, qui avait une prédisposition à laisser les thèses de côté pour faire des gymnastiques. Et vous êtes soutenu par ça, par un mec qui semble ne rien connaître des textes qu'il est appelé à appliquer. Quand il y a démission collective d'un conseil municipal, le président de la République met une commission spéciale de 8 membres. C'est écrit noir sur blanc dans les textes. Quelqu'un peut venir à la télévision et dire que si tout le conseil municipal démissionne, les enfants vont naître, ils n'auront pas qui mettre les actes de ça. Ça veut dire quoi? Si la démission collective existe, tout un conseil municipal peut être démissionné par le ministre de l'administration territoriale, aujourd'hui le ministre de la décentralisation. Le conseil municipal peut lui-même démissionner. S'il démissionne dans des proportions qui fait qu'il ne peut plus fonctionner, on met une commission spéciale et le temps d'organiser de nouvelles élections municipales. Il n'y a aucun vide juridique nulle part. Vous comprenez? Donc ne venez pas sur les plateaux de télévision parce que vous voulez montrer que vous avez le plein droit de critiquer le RDPC du matin au soir. Et quand on vous critique, vous dites qu'on vous fait la leçon. Mais nous n'existons, nous, opposition, que parce que nous faisons la leçon à ceux qui sont au pouvoir. Acceptons qu'entre nous-mêmes, nous fassions souvent la leçon si ça devient nécessaire, cher monsieur. S'il vous plaît, acceptons. Je ne suis pas du repos. Acceptons ça. Donc vous ne pouvez pas venir sur les plateaux vous plaindre qu'on vous dit que vous êtes incohérent. Quand vous le président, la prorogation des mandats correspond pour l'essentiel à des actes de mauvaise gouvernance. Et ce mandat des députés qui a été prorogé, tous les députés de l'opposition qui se sont exprimés là-dessus ont estimé que le président de la République avait pris ces mesures pour ses calculs politiques personnels. C'est de la mauvaise gouvernance. Mais vous cautionnez ça et vous restez. Ce sont ces incohérences-là qu'on vous reproche et qui nous font être peu crédibles devant les électeurs. C'est de la même chose que nous faisons avec le code électoral. Il y a des gens qui ont fait de la modification du code électoral leur fonds de commerce politique. Ils ne parlent que de ça. Ils expliquent qu'à longueur de journée, qu'avec ce code électoral, on ne peut pas gagner les élections, mais ils sont des élus. Ils expliquent qu'avec ce code électoral, on ne peut pas gagner les élections, mais ils vont aux élections. Si vous savez que vous ne pouvez pas gagner les élections avec ce code tel qu'il est écrit, n'y allez pas. Battez-vous d'abord pour obtenir la modification du code. Merci. Alors quand on vous fait ça, vous venez dire aux gens, oui, tu as démissionné, mais j'ai démissionné parce que vous êtes un mauvais parti. Merci. Oui, monsieur Limbi, c'est tout. Mais je peux savoir plein de choses pour vous. Monsieur Limbi, c'est tout. Oui. Et nous nous rendons compte en Mondovision que pendant que nous battons pour que les mairies aient suffisamment d'autonomie, lui milite pour que le président de la République vienne nommer des gens. Monsieur Limbi, je ne démissionnerai pas. Mais je vous oblige à démissionner, monsieur. Vous faites un faux procès. Je ne fais pas de procès à vous, monsieur. Je ne vous fais pas de procès. Vous me laissez parler. Vous pouvez rester là. Vous avez dit, mais comprenez que vous n'êtes pas, vous n'avez pas qualité au président de la République. Vous m'avez indexé comme étant un maire
qui ne sait pas lire la loi. Oui. Vous savez la lire. C'est vous qui l'avez dit. Vous avez dit que si le conseil municipal démissionne, il n'y aura personne pour mettre, pour faire des actes de naissance. Vous dites au peuple qui vous écoute que quand le président de la République nomme 8 personnes, une commission spéciale, vous leur dites comment utiliser le budget, 16e. Mais alors, mais la commission spéciale est éternelle. Ça veut dire que la commission spéciale est éternelle. Je m'exprime. Ça veut dire que la commune fonctionne au ralenti. C'est ce que vous voulez? Mais c'est ce qui est prévu par les textes. S'il vous plaît, monsieur Elimbi. Et ça a déjà été fait, y compris à Vouri-Est et à Douala-Seine. Vous ne vous êtes pas prêts. Monsieur Elimbi, nous nous battons pour que les mairies aient suffisamment d'autonomie. Et ça, que les populations choisissent leurs responsables. Ça, c'est de la Vous n'allez pas venir ici, en Mondovision, dire que le président de la République va venir à Douala 3e, nommer 8 membres pour gérer mes populations. Mais si vous démissionnez, alors, je vous dis que c'est prévu par la législation, parce que vous avez voulu faire croire que les textes sont mal construits et que je vaux un carreau. Je vais donc vous montrer que si vous démissionnez dans un conseil municipal, il est prévu quelque chose qui permet les textes sont faits par les hommes, ils peuvent être modifiés par les hommes. En attendant, on les applique. En attendant, on les applique à la lettre. Aujourd'hui, moi je veux qu'on les applique. Vous voulez qu'on les laisse? Je veux qu'on soit clair. Monsieur Elimbi est libre de démissionner. Et je ne sais même pas pourquoi. Parce que ce n'est pas le premier rapport. Il y a eu un rapport avant les élections de 2013. Monsieur Elimbi n'a pas démissionné. Je ne sais pas. Bon, comme on dit, si les imbéciles ne changent pas entre-temps, il s'est rendu compte que... Monsieur Tegem l'a rappelé tout à l'heure. Monsieur Elimbi, ayant déposé sa démission auprès de son maire, a siégé lors de la session portant préparation du budget. Oui. Et le préfet du Vouri, qui est garant de l'application de loi, a dit que la présence était légale. Pourquoi vous faites allez demander ça au préfet du Vouri? Pourquoi vous faites la diversion? Laissez-le Oui, parce qu'il veut travestir. Non, laissez-le. Vous laissez le faire. Prêtez-moi de l'argent et non les idées. Non, je ne vous prête rien du tout. Vous êtes de mauvaise foi. Parce que vous savez que c'est légal. Vous pouvez je vous ai lu la lettre du maire. Monsieur Elimbi. Voilà. Maintenant vous faites des commentaires, mais moi je vous ai lu la lettre du maire. Elimbi qui prend acte maintenant de Elimbi a participé au conseil municipal. Ce qui est légal. Ce qui est préparation du budget. Et contrairement à ce qu'il parlait, il disait tout à l'heure, parlant de rémunération, salaire, ce n'est pas le salaire. On appelle ça jeton de présence. Il est passé à la caisse. Le mot jeton de présence n'existe pas encore dans les lois du Cameroun. Pourtant, règles applicables aux communes. Vous pouvez l'oublier, s'il vous plaît. Oui, mais on continue. Le mot jeton de présence n'existe pas. On ne peut pas continuer comme ça. Le mot jeton de présence n'existe pas. Le conseiller municipal, c'est écrit dans son question. Il n'a pas un salaire, mais la rémunération, c'est un salaire. C'est vous qui parlez. Mais le salaire fait partie de la rémunération. Il y a d'autres formes de rémunération. Les conseillers municipaux ont une indemnité de session. Oui ou non? Vous touchez une indemnité de session au tribunal. Non, mais attendez. C'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit. Vous touchez une... Vous m'embarrassez. Non, je ne peux pas vous embarrasser parce qu'il ne faut pas que des gens viennent sur le conseil, sur votre table, essayer de travestir la vérité. Ils font des actes et ils vous disent qu'ils ne font pas. Le minimum. Vous avez la science. Une seconde. Mais je l'ai plus de façon. Elimbi Lobé, le minimum, écoutez-moi une seconde. Le minimum, c'est de le laisser faire, si vous voulez corriger après. Mais laissez-le d'abord faire. Non, on ne peut pas laisser les gens faire, dire que c'est pas vous qui avez l'émission. Vous ne pouvez pas toucher des indemnités. Vous touchez des indemnités de session prévues par la loi fixant les règles applicables aux communes. Et vous venez dire aux gens, vous ne touchez pas de rémunération. Monsieur Tegem, mais une rémunération, oui, on va mettre un thème à cette émission. Non, pas à cause de lui. Non, attendez. Certainement pas à cause de lui. Je suis désolé. Écoutons aussi les autres. Je suis désolé. Une seconde. Laissez qu'ils disent ce qu'ils veulent. Si vous voulez, à la limite, corriger après si je n'arrive pas. Même ne donnez pas l'impression à moi-même que j'arrive pas à maîtriser le plateau. Ce serait très embarrassant. Monsieur Elimbi Lobé, j'aimerais de l'encore mardi prochain. Merci, mais je voulais, avant de tenir le propos que je voulais tenir, m'offusquer de cette attitude qui ressemble à celle d'un démon qui vient de recevoir de l'eau bénite. Parce que vous avez affirmé
en Mondo-Vision vos propres incohérences. Parce que je reste sur la démission. Vous démissionnez d'un conseil municipal. Vous vous empressez de participer à une session du dit conseil municipal. C'est légal, c'est vrai. Le débat n'est pas là, M. Lobet. Le débat n'est pas sur la légalité de votre présence à ce conseil municipal. Le débat est sur la cohérence de votre démarche. Vous avez, est-ce qu'il y a une sanction quand on ne participe à une session du conseil municipal? Je vous réponds tout de suite. Je ne vous ai pas posé. Non, mais si, c'est une question. Je la pose à moi-même. Sauf que cette question, vous n'avez pas réussi à comprendre que ce n'est pas à vous que je la posais. Je la pose à moi-même. Il n'y a pas de sanction quand on ne participe pas à une session du conseil municipal. Un monsieur qui a démissionné s'est cru obligé quand même de venir y participer. Le maire a refusé de répondre à sa question. Je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les commentaires. J'indique simplement que en Mondo-Vision, on a là la preuve d'une incohérence notoire. Mais je le dis juste en passant. Je le dis en passant pour indiquer que nous avons le sentiment qu'il y a des acteurs sur la scène politique camerounaise qui ont désormais une autre mission. C'est de polluer l'espace. Je pèse mes mots. C'est de polluer l'espace, c'est de faire passer des messages subliminaux aux téléspectateurs, aux populations, en faisant croire que eux, ils ont la science infuse, ils ont toutes les clés possibles et imaginables pour que le Cameroun change, et ils ont été conseillers municipaux depuis 10 ans. Les communes dans lesquelles ils ont exercé n'ont jamais changé. Ils sont aujourd'hui les donneurs de leçons à tout le monde. Vous savez, M. Dipita, vous me connaissez comme quelqu'un de pondéré. Je m'excuse à l'attention des téléspectateurs qui ont pu être choqués par cette attitude aujourd'hui, parce qu'il faut souvent, je crois, indiquer aux uns et aux autres que le respect n'est pas un signe de faiblesse. Quand on respecte les gens, c'est parce qu'on les respecte. Merci, maître. En guise de la fin, je vais vous faire une ouverture à tous d'ailleurs sur quand même le volet économique et peut-être un peu social de cette élection-là, les enjeux. Mais de mon point de vue, voyez-vous, comme je l'ai dit au départ de cette émission, nous n'avons pas au MRC l'intention de nous pencher sur ce que vous avez appelé les enjeux économiques. Notre priorité, n'en déplaise à ceux qui ont la science infuse et qui pensent qu'aucun autre combat que le leur ne doit être mené. Nous, au MRC, nous pensons que l'heure est d'une part à la résistance contre le hold-up électoral qui devra pouvoir aboutir à une réforme consensuelle avec toutes les forces. L'objectif n'est pas de reprendre le pouvoir, c'est de faire les réformes. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, M. Dipita. Je vous sais très très futé. Non, nous n'avons pas dit que notre objectif n'est pas de prendre le pouvoir. Il y a un contexte. À travers le hold-up. Il y a toute chose. Il y a un contexte à toute chose. Le hold-up électoral est la revendication d'une victoire volée. Et nous sommes un parti politique qui s'apprête à aller à des élections qui sont connues depuis longtemps. Nous indiquons qu'il serait de bon ton que ces élections-là, avant qu'elles n'arrivent, qu'elles aient pu laisser le peuple camerounais voir un peu plus de transparence dans les mécanismes qui vont conduire à son organisation à travers une réforme consensuelle du code électoral. Je voudrais juste dire que le problème qui sévit dans la zone du nord et du sud-ouest ne saurait être utilisé par un Camerounais qui a encore un peu de conscience comme un fonds de commerce. Si nous parlons de cette situation, c'est parce que de ce côté-là, il y a des compatriotes qui sont de près ou de loin, nos frères qui vivent une situation qu'ils n'auraient pas dû vivre. Eux aussi, ils ont droit à la vie, leurs enfants ont droit d'aller à l'école. C'est pourquoi vivement nous militons que ce problème soit résolu et que le Cameroun soit une fois de plus en paix. Moi, je voudrais tout simplement dire que tant pis pour ceux qui pensent que c'est leur gymnastique intellectuelle qui fait marcher les institutions. Les institutions marchent avec des lois et il vaut mieux être conforme à la loi que d'être conforme aux opinions. Donc, ce que j'ajoute pour terminer, c'est que nous avons une grande élection qui arrive. Je commence à être très surpris de voir qu'à 8 mois déjà, des gens sont dans l'incertitude. Ils ne savent pas s'ils vont aux élections. D'autres veulent mener des combats d'arrière-garde. Ils disent qu'ils font de la résistance. Le président de la République est élu. Ils disent qu'il n'est pas le président légitime. Il va convoquer le corps électoral. Ils se lèveront, ils iront aux élections. Quand le président n'est pas légitime,
eh bien, s'il convoque le corps électoral, ne vous soumettez pas à cette convocation. Convoquez le vôtre, allez aux élections quand vous voulez, mais il faut être là. Pour nous, la priorité, c'est la sécurité. Parce que la société démocratique a besoin d'ordre de sécurité. Lorsque la société sera sécurisée, on organisera les élections. Monsieur Limbi, rassurez-vous, le président de la République préfère la désignation des responsables par les urnes. Il ne va pas prendre de décrets ou de textes pour nommer les maires. J'annonce jeudi comme invité d'entretien avec le docteur Cyril Tolo, enseignant, chercheur, conseiller spécial à une certaine époque auprès de la Caméaco. Il a également été consultant auprès du gouvernement angolais et de l'UNESCO sur le développement de la promotion des industries culturelles. Par ailleurs, expert membre de la task force gouvernementale pour la mise en œuvre de l'exploitation du gisement de fer de Mbalam par la société australienne Sundance. Et avec lui également, on va certainement parler de tous les conflits qu'on a pu observer autour de l'organisation de la CAN.